Le jeune homme de 18 ans était assis face à l'enquêteur, les mains posées bien à plat sur la table, le dos droit, la voix sans le moindre tremblement. La caméra de la salle d'interrogatoire enregistrait chacun de ses mouvements et il n'y en avait presque aucun. À la question code 0, il répondit sans pause, sans la moindre hésitation, code 1. L'enquêteur précisa: avec une arme tranchante? Oui. Plusieurs coups? Oui. Elle avait 13 ans? Oui. Sans remords, sans bravade, du ton uniforme d'un homme qui raconte quelque chose d'étranger, de lointain et qui n'a aucun rapport avec lui. Le procès-verbal se remplissait rapidement. Le suspect ne contestait aucun point, ne demandait pas d'avocat, n'exigeait pas de pause, ne pleurait pas. L'enquêteur consignait sur le formulaire « coopératif, sain d'esprit, orienté dans le temps et l'espace ». Obtenu dans les premières heures, et c'est un détail important, parce que d'habitude, à ce stade, l'affaire prend de la vitesse. Il y a des aveux, il y a une arme, il y a un lieu, tout ce qu'il faut pour avancer sans retard. Mais cet interrogatoire est resté définitivement bloqué sur une seule question que l'enquêteur a posée 3 fois, à chaque fois sous une formulation différente, avec une intonation différente après des pauses. La réponse ne changeait pas. La question était simple. Pourquoi ? Et c'est là que cet homme, qui venait de relire calmement chaque fait, chaque détail, chacun de ses actes, s'est arrêté et n'a pas trouvé de réponse. Voilà le centre de toute cette histoire. Il n'a pas dit « quote 8 », il n'a pas dit « c'est elle qui l'a cherché ». Il n'a pas tenté de reporter la faute sur quelqu'un d'autre, ni sur les circonstances, ni sur l'alcool, ni sur le hasard. Le jeune homme de 18 ans a regardé l'enquêteur et a prononcé calmement « quote 10 ». Ce n'était pas une ruse, ni une tentative de gagner du temps ou d'embrouiller le déroulement de l'enquête. Il répondait à tout clairement et dans l'ordre, où exactement il se tenait, ce qu'il tenait à la main, combien de fois il avait frappé et où. Mais quand la conversation arrivait au « pourquoi », il s'arrêtait. Non comme quelqu'un qui cache quelque chose et craint de se trahir par un mot de trop, mais comme un homme qui ne trouve réellement pas de réponse en lui-même. Officiellement, le mobile n'a pas été établi d'après les déclarations du suspect, et c'est rare. Dans la plupart des affaires de ce genre, le mobile est évident dès les premières minutes. Ici, rien, le vide à la place de la cause. Et ce vide n'est pas un détail en marge, ni une difficulté technique courante de l'enquête. C'est précisément la question centrale de toute l'investigation. Parce que quand un homme commet ce qu'il commet et ne peut pas lui-même expliquer pourquoi, cela fait bien plus peur que n'importe quel mobile compréhensible. Toute cette vidéo est une tentative de trouver la réponse que ce même enquêteur n'a pas réussi à obtenir. Mais pour chercher, il faut d'abord comprendre qui était Sonia et ce qui s'est passé dans le village de Kez. Kez est une localité de type urbain au nord de l'Oudmourtie. La population dépasse à peine les 10 000 habitants, une rue centrale, quelques écoles, une gare ferroviaire qui était autrefois le principal employeur de tout le district. Le portrait typique de ce genre d'endroit, ici, tout le monde se connaît, pas seulement par le prénom, mais par la famille, le fils de qui, la fille de qui est ami avec qui habite où, et ce qui se passe derrière la porte du voisin. Et les nouvelles, ici, se propagent plus vite qu'Internet, à travers les clôtures, les cages d'escalier, les caisses du supermarché local. La nuit du 14 au 15 mars 2026, un vendredi, le froid de mars, les rues désertes, probablement la lumière déjà éteinte dans la plupart des fenêtres. Aujourd'hui, le village ouvrier se couche au réveil, sans promenade nocturne inutile. Mais dans une maison, la lumière ne s'est pas éteinte. La mère attendait. Sonia n'était pas rentrée pour la nuit. Le téléphone ne répondait pas. Pour une grande ville, c'est une inquiétude habituelle de l'adolescence, presque la norme d'un week-end. Pour Kez, c'est un signal d'une autre nature. Il n'y a nulle part où disparaître ici. Pas de boîte de nuit, pas d'établissement ouvert 24 heures sur 24, pas de quartiers étrangers avec des inconnus. Minuit, ça signifie qu'il s'est passé quelque chose. Et voilà, la mère l'a compris immédiatement. Elle a probablement d'abord appelé les amis, les proches, les voisins, tous ceux qu'elle connaissait, puis composé le numéro que dans de tels villages on compose en dernier. La police. Ceux qui connaissaient Sonia la décrivaient toujours de la même façon. Positive, ouverte et avec du caractère. Pas silencieuse ni renfermée. De celles qui s'approchent les premières, qui font connaissance. Qui défendent les premières leurs amis, qui disent les premières ce qu'elles pensent, à voix haute, sans le remettre à plus tard.
À l'école, elle avait une réputation claire, elle savait se défendre. Pas une bagarreuse ni une voyou, juste quelqu'un qu'on n'intimidait pas, qui ne se taisait pas là où d'autres se seraient tus. C'est ce qui ressortait. Courageuse. Ce mot revenait dans toutes les bouches. Elle avait beaucoup d'amis, pas un groupe de 2 ou 3 personnes, mais un large cercle. On la connaissait, on l'aimait, on voulait passer du temps avec elle. L'oncle Artyom Likomtsev, qui plus tard livrera à l'enquête sa version des faits. Cette version se révélera plus importante pour la compréhension de l'ensemble du tableau. Une famille ordinaire, villageoise, solide. Sonia n'était pas une adolescente difficile. Elle ne fuguait pas, ne se mettait pas dans des histoires. Tout ce qu'on sait d'elle dresse le portrait d'une vie normale, saine, heureuse, exactement celle que vit la majorité dans ce type de localité. Quand le monde semble compréhensible et sûr, surtout dans un endroit où tout le monde se connaît. Il y avait pourtant une chose que seuls les plus proches savaient, une circonstance que la famille gardait en tête et dont on ne parlait pas à voix haute devant les étrangers, et c'est précisément elle qui jouera un rôle important. Depuis sa naissance, Sonia vivait avec une malformation cardiaque, un diagnostic si grave qu'on lui avait posé des valves artificielles. Des médecins, des restrictions dont la plupart de ses camarades n'ont aucune idée. Mais ceux qui la voyaient chaque jour à côté disaient tous la même chose. Sur elle, ça ne se voyait pas. Elle ne s'apitoyait pas sur elle-même, ne se cachait pas derrière son diagnostic, ne restait pas à la maison sur un régime tranquille. Elle vivait comme s'il n'y avait aucune malformation, à pleine vie, à plein volume. Elle courait, se faisait des amis, riait, ne se laissait pas distancer par ses camarades, rêvait de devenir vétérinaire ou médecin. Elle n'avait pas encore choisi définitivement, mais la direction, elle la sentait avec certitude. Elle aimait les animaux, pas de façon abstraite, mais concrètement, à la maison vivaient un chat, une chatte, un lapin, un cochon d'Inde, des hamsters, tout un zoo dans un appartement de village. Très probablement, c'est sa propre expérience avec les médecins qui l'a poussée vers ce rêve. Elle savait de l'intérieur ce que c'est, quand ta vie dépend des mains et des décisions des autres. Et elle voulait être de l'autre côté, aider et ne pas attendre l'aide. Son cœur, qui selon tous les pronostics médicaux pouvait lâcher à n'importe quel moment, tenait. Et Sonia avait survécu aux opérations, survécu à tout ce qui statistiquement pouvait l'arrêter. Elle avait remis en question les pronostics des médecins et vivait comme s'il restait encore beaucoup de temps et de projets. Mais ce n'est pas son cœur qui l'a arrêtée. La mère a appelé la police cette même nuit. L'officier de service a enregistré la déclaration. Mineur disparu. De tels appels sont rares et on les traite ici différemment qu'en métropole, où ce genre de choses relève de la routine de la garde de nuit. La machine s'est mise en marche rapidement, le comité d'enquête s'est impliqué, le ministère de l'Intérieur s'est impliqué, des groupes de recherche se sont formés sans délai. Les premières heures ont probablement suivi le schéma standard. Interrogation du cercle proche, vérification des derniers appels et messages sur le téléphone, reconstitution de l'itinéraire de la maison jusqu'au dernier endroit connu. Dans les villages, chercher est plus simple que ça ne paraît de l'extérieur. Il y a moins de caméras ici, mais beaucoup plus d'yeux. Quelqu'un a vu, quelqu'un a entendu, quelqu'un sait précisément où elle est allée le soir et avec qui elle a parlé. Les enquêteurs ont travaillé toute la nuit et ont trouvé. Ils ont trouvé vite. On comptait en heures, pas en jours. C'est un détail important qu'on ne peut pas omettre. Dans la plupart des cas similaires, les recherches s'étirent sur des journées, des semaines, parfois des mois. Les gens attendent, espèrent. On garde l'espoir aussi longtemps que possible. Ici, ce n'était pas le cas. Ce qu'on cherchait a été découvert dans les limites du village, pas à la périphérie, pas dans un bâtiment abandonné, pas dans une lisière de forêt derrière la voie ferrée. Et l'endroit où Sonia a été retrouvée a immédiatement changé tout le tableau, parce qu'il indiquait non seulement celui qui en était responsable, mais aussi un autre participant. Rue Pouchkine, village de Kez, un appartement ordinaire dans un immeuble en panneaux, un agencement standard, des murs minces à travers lesquels, dans le silence de la nuit, on entend tout ce qui se passe chez les voisins. L'appartement appartenait au jeune homme de 18 ans. C'est ici, dans la nuit du 14 mars, que cette tragédie s'est produite. Comme l'établira plus tard l'enquête, plusieurs coups portés avec un objet tranchant au cou et au torse. Pas un seul coup dans un état d'affect immédiat, mais plusieurs et de manière ciblée. Et au moment de ces actes, le jeune homme de 18 ans se trouvait en état d'ivresse.
Ce n'est ni une version ni une supposition, mais le résultat de l'expertise. Ivre, avec un objet tranchant, dans son propre appartement, tard dans la nuit. La question qui se pose en premier et qui résonne le plus fort. Sonia était-elle venue ici d'elle-même, ou avait-elle été conduite d'une manière ou d'une autre? Savait-elle où elle allait et chez qui exactement? Les enquêteurs reconstituaient les réponses à cette question minute par minute, en interrogeant tous ceux qui pouvaient avoir vu ou entendu quelque chose. Mais un détail est devenu connu presque immédiatement, et il a aussitôt renversé tout le tableau. Cette nuit-là, rue Pouchkine, ils n'étaient pas deux, ils étaient trois. Et la troisième personne n'était pas un témoin accidentel, qui se serait trouvé au mauvais endroit. L'enquête déterminera son rôle séparément. Dans cet appartement se trouvait la petite amie du jeune homme de 18 ans, âgé de 16 ans. Pas dans la pièce d'à côté, pas derrière une porte fermée, pas dans le couloir. À côté, dans la même pièce, et elle voyait ce qui se passait. Elle voyait l'arme, Sonia, chaque acte du début à la fin, et n'a rien fait, n'a pas crié, n'a pas tenté de l'arrêter, n'est pas sortie en courant de l'appartement, n'a pas utilisé son téléphone, n'a pas appelé les voisins. 16 ans, l'âge où on comprend déjà avec certitude la différence entre une bagarre et ce qui se passait dans cette pièce cette nuit-là. Elle comprenait tout et est restée. L'enquête a officiellement consigné « présente, n'est pas intervenue ». Ces deux mots, juridiquement secs, humainement insupportables. Elle a entendu chaque son dans cet appartement, dans ce silence, et n'est pas intervenue, donc elle a pris une décision. Consciemment ou par peur, c'est à l'enquête de l'établir dans la suite de son travail. Mais le fait lui-même reste inchangé. Elle était à côté de Sonia au moment où on pouvait encore la sauver, et elle n'a pas fait un seul mouvement dans cette direction. À partir de ce moment, une deuxième personne apparaît dans l'affaire, dont les actes exigent une évaluation séparée parce qu'entre « n'a pas pu intervenir » et « a consciemment pris la décision de ne rien faire », la différence est énorme et c'est cette frontière que l'enquête doit établir. Cependant, le plus lourd dans cette histoire n'est pas ce qu'elle a vu, mais ce qu'elle a fait après. Sonia et la jeune fille de 16 ans avaient autrefois été amies, pas simplement connues l'une de l'autre à travers le village, mais véritablement amies, elles passaient du temps ensemble, communiquaient et faisaient partie du même cercle. Et une différence d'âge de 3 ans, dans le monde adolescent, se ressent fortement, mais dans un petit village au cercle de fréquentation limité, on est amis non par l'âge, mais par la coïncidence des intérêts et la proximité des cours. Environ 6 mois avant cette nuit-là, la communication a cessé. Pas de dispute, pas de scandale, pas de rupture bruyante. Ils ont juste arrêté. Sonia s'est éloignée discrètement, sans explication pour le cercle extérieur. La raison est devenue connue plus tard, à travers les récits des proches. Les proches, Likomtsev, savaient sur la jeune fille de 16 ans des choses qu'on ne savait ni à l'école, ni dans la cour. Assez pour dire directement et sans détour « tiens-toi à l'écart d'elle ». Ce n'était pas un avertissement parental abstrait, du genre « quote 14 ». C'était un avertissement concret, basé sur des faits concrets que la famille connaissait personnellement. Sonia a écouté. 6 mois sans appel, sans rencontre, sans soirée commune. Une rupture nette, une décision consciente qu'elle a maintenue de façon constante. Des rêves d'un futur métier. Et puis est venue la nuit du 14 mars, et Sonia s'est retrouvée dans un appartement où ils étaient deux, le jeune homme de 18 ans et celle avec qui on lui avait conseillé de ne pas communiquer. Ce qui s'est exactement passé entre ces 6 mois de silence et cette rencontre est l'un des points clés de toute l'enquête. La jeune fille de 16 ans avait eu des démêlés avec la police. Pas un seul, plusieurs. Dans un village où tout est visible, ce n'est ni un secret, ni une rumeur. Les agents de quartier savaient, les voisins savaient, les parents de camarades de classe savaient. À Kèze, ça ne se cache pas. C'est précisément pour ça que les proches de Sonia mettaient en garde, non pas de façon abstraite, mais en connaissant l'histoire concrète de cette famille et de cette amie particulière. Des démêlés, ce n'est pas une condamnation ni une peine, mais c'est un marqueur qui, dans un petit village, est considéré comme immédiat. À 16 ans, avoir plusieurs contacts officiels avec la police, ça signifie que quelque chose dans la vie de cette personne a depuis longtemps quitté le parcours standard. Et on le sait. Sonia, en entendant l'avertissement, a obéi, et c'est important de le comprendre, parce qu'elle n'était pas rebelle, n'ignorait pas sa famille.
Elle a pris une décision et l'a maintenue avec constance. Mais dans la nuit du 14 mars, quelque chose a changé. Quelqu'un a appelé ou a appelé par l'intermédiaire de quelqu'un. Et Sonia, qui pendant 6 mois avait évité tout contact avec Constance, s'est soudain retrouvée dans l'appartement de son ancienne amie et de son petit ami de 18 ans. Sans raison sérieuse, elle ne serait pas venue, c'est contraire à tout. Donc, c'était un prétexte ou une tromperie. Et la différence entre ces deux variantes est fondamentale, et c'est précisément ce que l'enquête cherche à établir. Après ce qui s'est passé dans l'appartement, la jeune fille de 16 ans n'a pas appelé les secours, n'a pas composé le numéro de la police, n'est pas sortie en courant chez les voisins, n'a rien fait de ce qu'un être humain fait dans la panique et le choc. Elle est restée et a commencé à nettoyer. Avec son petit ami, ils essuyaient les traces de manière méthodique, en silence, probablement dans un silence complet, sans compter le bruit du chiffon humide. Puis ils ont enveloppé Sonia dans une housse de couette, du linge sorti de la même armoire, du même appartement. Une housse ordinaire qui le matin même aurait pu sécher sur le balcon comme si de rien n'était. Ensuite, ils l'ont transportée. Ils ne l'ont pas laissée dans l'appartement, ne l'ont pas sortie dans la rue vers les gens, ils l'ont transportée dans un garage. Et pas un garage au hasard, dans le garage de la mère de la jeune fille de 16 ans. Voilà le détail qui change tout. Elle n'a pas simplement aidé à cacher les traces, elle a utilisé sa propre famille comme abri pour ce qui s'était passé. Sa mère, très probablement, ne sachant rien de ce qui se passait, est devenue malgré elle un maillon de la chaîne. Le garage, dont la fille avait la clé, est devenu le dernier point. Elle a 16 ans. 1 an auparavant, elle passait du temps avec Sonia dans ce même village, dans la même compagnie, dans les mêmes rues. Voilà ce que signifie vraiment quote 15 dans cette histoire. Une telle formulation par rapport à un comportement, il faut comprendre, ne s'établit pas à partir d'un seul cas et n'apparaît pas brusquement. Elle s'accumule progressivement à partir des bulletins scolaires, des rapports de l'agent de quartier, des plaintes des voisins, des petits incidents. Et 18 ans, c'est formellement un adulte. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui sort à peine de l'adolescence et qui a déjà un dossier avec lequel on ne sera accepté à aucun travail normal. Et pas de condamnation. C'est cet entre-deux dans lequel beaucoup se perdent, pas encore criminels sur le papier, mais déjà depuis longtemps habitants atypiques avec une vie ordinaire. Et le système le voyait, le notait, cochait les cases, et ne l'a pas arrêté. Avant le 14 mars, il était une ligne dans le rapport de l'agent de quartier, désagréable mais habituelle, l'une parmi tant d'autres. À partir de ce moment, il est devenu la principale figure d'une affaire criminelle qui dépassera largement les limites de Kez. Le 18 mars, 2 jours après ce qui s'est passé, on lui a officiellement signifié son inculpation. L'affaire a été transmise au tribunal de Balesino, le plus proche du district parce qu'à Kez même il n'y a pas de tribunal et qu'il est à plusieurs dizaines de kilomètres par les routes d'Oudmourti. L'audience a été rapide, le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire jusqu'au 14 mai 2026. 2 mois en centre de détention provisoire jusqu'à la prochaine décision judiciaire, sans droit de sortir avant qu'elle ne soit prise. Une arrestation standard, mais un point ressort à part. L'enquête a directement indiqué que le suspect pouvait faire pression sur les témoins. Pas théoriquement, concrètement, il faut comprendre l'échelle. Dans un village où tout le monde vit dans un rayon de quelques rues, les témoins sont des voisins, des connaissances, d'anciens camarades de classe, des parents par 2 poignées de main. Faire pression ici ne nécessite pas de menaces, il suffit d'un regard au magasin d'alimentation, d'un mot par l'intermédiaire de connaissances communes, d'une simple présence dans la même rue au bon moment. Le tribunal en a tenu compte et a pris la seule décision possible. Les faits s'emboîtaient avec évidence. Il y a les aveux, il y a l'arme, il y a le lieu. La machine judiciaire fonctionnait rapidement et sans accroc dans de tels cas. Mais un élément manquait toujours, le mobile. L'enquête continuait à chercher la cause, et l'accusé, à chaque interrogatoire, répétait la même chose. « Je ne sais pas ». Et lors des interrogatoires répétés, le tableau ne changeait pas, il ne se rétractait pas, ne changeait pas de version, ne tentait pas d'adoucir ce qui avait déjà été dit. Oui, il était ivre, il a pris une arme, il a frappé. Non, il ne peut pas expliquer, il ne reportait pas la responsabilité, ne disait pas « quote 17 », pas une seule tentative de construire une justification. Les enquêteurs ont essayé différentes approches, chronologiques, émotionnelles, détaillées.
Il lui demandait de reconstituer la soirée minute par minute, précisait ce qu'il avait bu, avec qui il avait bu, quand Sonia est arrivée, de quoi ils ont parlé, s'il y avait un conflit, s'il y avait un prétexte, s'il y avait une tension. Il répondait à tout, sauf à l'essentiel. Le moment où sa main s'est tendue vers l'arme restait vide. Et le trou de mémoire n'était pas une simulation d'amnésie, les enquêteurs savent bien faire la différence. Très probablement, il ne comprend pas lui-même ce qui exactement a fait basculer son état. Nous sommes assis, nous parlons. Ce qui s'est passé ensuite, comme on l'établira plus tard, ce vide ne se remplira pas au cours de l'enquête. L'alcool désinhibe, mais ne crée pas d'intention à partir de rien. Quelque chose devait lancer la chaîne. Des mots, un geste, un regard, un mouvement. Et si lui-même ne sait pas, peut-être que la réponse, c'est celle qui était à côté dans la pièce qui la connaît. C'est la version la plus simple et la première qu'a examiné l'enquête. Alcool plus penchant longuement documenté à un comportement antisocial, agressivité sans plan préalable, sans but concret. Cela explique beaucoup. L'absence de tentative de se cacher avant l'arrivée de la police, la disposition à avouer dès les premières heures. Les gens qui planifient à l'avance, en règle générale, n'avouent pas immédiatement et sans résistance. Les gens qu'une fureur ivre submerge ne croient souvent pas eux-mêmes à ce qu'ils ont fait et ne comprennent pas comment c'est même possible. La version est solide, mais elle a un point qu'on ne peut combler par rien. Elle n'explique pas pourquoi Sonia s'est retrouvée dans cet appartement. Si c'est un éclat spontané, cela signifie-t-il que Likomtseva est venue volontairement, de son plein gré, chez quelqu'un avec l'ami de qui elle avait cessé de communiquer? Venue la nuit chez un jeune homme de 18 ans que le village ne connaissait pas sous le meilleur jour? Ça ne s'emboîte pas dans le tableau général. Sonia n'était pas naïve, n'était pas téméraire et ne suivait pas les impulsions de qui que ce soit. Pendant 6 mois, elle avait gardé ses distances consciemment, sans faille et sans raison de regretter sa décision. Et soudain, elle est venue d'elle-même, un vendredi soir, chez eux, avec une telle réputation. Donc on l'a appelée. Mais qui, comment et pourquoi? Voilà la question qui mène à la version suivante. Artyom Likomtsev, l'oncle de Sonia, a raconté à l'enquête sa version des faits. Selon ses mots, la jeune fille de 16 ans avait appelé Sonia par tromperie. Le prétexte, probablement quelque chose comme quote 18 ou quote 19. Pour Sonia, qui avait maintenu cette distance avec constance pendant 6 mois, ce serait la seule raison de venir. Une réconciliation, une conversation, un point final à l'histoire. Pas une fête, pas une rencontre fortuite, pas la rue, mais une invitation personnelle et concrète d'une ancienne amie qui demande à la voir. Sonia était courageuse, n'avait pas peur des gens, n'avait pas peur des conversations, n'avait pas peur de mettre les choses au clair quand elle le jugeait nécessaire. Très probablement, elle s'est dit « Rien de grave, j'y vais, on parle, on règle ça ». C'est précisément ce courage qui, cette fois, est devenu une vulnérabilité. Une personne prudente aurait refusé sans réfléchir. Une personne anxieuse aurait rappelé sa mère pour demander conseil. Sonia y est allée parce qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir peur. La version de l'oncle, naturellement, n'est pas officiellement confirmée, elle reste la version d'un proche parent. Mais on ne peut l'écarter. 6 mois de silence, puis une rencontre soudaine. Quelqu'un devait tendre la main le premier et initier le contact. Et si c'est l'ami qui l'a fait, alors se pose la question qui change toute la configuration de l'affaire. Savait-elle d'avance comment cela se terminerait? Ou bien a-t-elle simplement invité et ce qu'elle n'attendait pas s'est produit? La jeune fille de 16 ans est en liberté. Pas en résidence surveillée, pas sous engagement de ne pas quitter, en liberté dans le même village, dans les mêmes rues. On l'examine sur une seule ligne, Recel. Elle était présente lors de ce qui s'est passé dans l'appartement. Elle a essuyé les traces, aidé à envelopper et à transporter, a fourni le garage de sa propre mère comme lieu de stockage. Et pour tout cela, contrôle pour Recel. Il faut noter le maximum sur ce chef d'accusation, 2 ans, et 2 ans pour ce qu'elle a fait cette nuit-là, avec constance et étape par étape. Ici apparaît un écart que ressent quiconque s'intéresse à cette affaire. Garder le silence et ne pas agir par peur et désarroi, c'est une chose, mais une participation active à la dissimulation, constante, en plusieurs étapes, exigeant des efforts physiques concrets, c'en est une autre. Et pourtant, l'enquête, pour l'instant, n'examine pas son rôle plus largement. Soit il n'y a vraiment pas de fondement, soit les preuves sont insuffisantes pour une qualification plus lourde. L'enquête continue,
l'affaire n'est pas close. Et dans la pratique de telles affaires, cela arrive. Mais pour l'instant, elle marche dans ces mêmes rues de Kez, devant la maison de Sonia, devant l'école où on les connaissait toutes les deux. Le chef du département du comité d'enquête pour l'Oudmourti, Anatoly Tougouchev, a placé l'affaire sous son contrôle personnel. Ce n'est pas une décision ordinaire. Le responsable de l'appareil d'enquête régional supervise personnellement le déroulement de l'investigation, chaque décision procédurale sous son regard direct. Mais cela ne s'est pas limité à ça. Alexandre Bastrykine, représentant du comité d'enquête de tout le pays, a exigé un rapport sur cette affaire. Un village au nord de l'Oudmourti, et on en fait rapport au premier responsable de l'organe fédéral d'enquête du pays. C'est une échelle qui en dit long. Soit l'affaire est plus complexe qu'elle n'en a l'air en surface, soit la résonance publique a atteint un niveau où il est peut-être impossible d'ignorer, de faire comme si tout suivait son cours, soit l'un et l'autre simultanément. Quand Bastrykine exige un rapport, c'est un signal pour toute la hiérarchie. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Et chaque expertise sous contrôle, chaque interrogatoire selon le protocole, chaque décision procédurale avec justification. La pression d'en haut ne garantit pas la justice, c'est important de le comprendre, mais elle garantit qu'aucun détail ne restera sans examen. À Kez, on ne dormait pas. La nouvelle s'est répandue dans les premières 24 heures, pas par les médias officiels et pas par les chaînes Telegram, mais par les gens. Le bouche à oreille dans un village de 10 000 habitants fonctionne instantanément et sans défaillance. Au matin du 15 mars, tout le monde savait et ce qui s'était passé, et avec qui, et où se trouvait exactement le garage où on avait tout transporté. Sous la nécrologie de Sonia sur les réseaux sociaux, des centaines de commentaires. Pas d'inconnus d'Internet, mais de ceux qui la connaissaient personnellement. Des amis, des enseignants qui la voyaient chaque semaine. Et 1 sur 2. Je la connaissais. Elle était amie avec ma fille. Nous habitions la même rue. Mais on ne connaissait pas que Sonia. On connaissait aussi le jeune homme de 18 ans, sa famille, son histoire, sa réputation dans le village. On connaissait la jeune fille de 16 ans, ses démêlés et sa compagnie. Et on connaissait sa mère, dont le garage est devenu le dernier point du parcours. Dans une grande ville, un tel cas est anonyme. Comme des noms dans un procès verbal, comme des destins étrangers sur l'écran des informations. Ici, chaque visage est familier. Sonia la voisine, celui qui a fait ça, le garçon de la maison d'en face, celle qui a aidé à cacher, l'ancienne amie. Toute cette vidéo, nous avons cherché la réponse à la question quote 20. Elle n'a jamais été prononcée, ni lors des interrogatoires, ni au tribunal, ni dans les documents officiels. Il est temps de regarder la vérité en face. Un jeune homme de Kez avec un penchant à un comportement antisocial. Nous savons où, l'appartement. Nous savons comment, plusieurs coups. Et une ancienne amie qui méthodiquement, étape par étape, a effacé les traces. Nous savons quand, le 14 mars. Nous ne savons pas pourquoi. Et la version de l'éclat éthylique n'explique pas comment Sonia s'est retrouvée dans cet appartement. La version de l'attrait n'est pas confirmée par l'enquête. Lui-même dit quote 21. Et peut-être que c'est la vérité, peut-être qu'il n'y a pas de mobile, pas au sens où il est caché ou pas encore trouvé par l'enquête, mais au sens où il n'y en avait tout simplement pas dès le départ. Il n'y avait pas de cause, pas de plan et pas de but. Il y avait une nuit ivre, un objet tranchant dans la cuisine et un homme à qui une seule impulsion a suffi. C'est plus effrayant que n'importe quel mobile parce qu'on peut se protéger d'un mobile, on peut le prévoir, on peut l'éviter, mais pas du hasard. Alors il est devenu clair que le plus effrayant dans cette histoire n'est pas le fait lui-même, mais que personne ne sait pourquoi. Sofia Likomtseva, 19 septembre 2012 à 14 mars 2026. Elle rêvait de soigner les animaux, savait se défendre, n'avait pas peur, et elle avait 13 ans. Que pensez-vous de cette vidéo? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne, mettez des likes. À bientôt! Un seul appel téléphonique, et un homme qui, hier encore, foulait le terrain de football, devient un instrument entre les mains d'autrui. C'est ainsi, selon la version des enquêteurs, que des escrocs ont transformé un sportif professionnel en outil pour exécuter ce qu'ils avaient prémédité. Et c'est à partir de ce point que commence l'histoire d'un dénouement qui aura lieu dans un quartier résidentiel du nord-ouest de Moscou. Cela se passe en mars de l'an 26, dans l'un des appartements des étages supérieurs.
Une femme et sa fille, lycéenne. Un matin comme un autre, peut-être un petit déjeuner, les préparatifs, rien qui distingue ce jour de centaines de jours semblables. Quelques heures plus tard, l'une d'elles cessera d'exister. Ce n'est ni une métaphore ni un procédé littéraire. C'est ce qui se produira dans cet appartement avant la fin de la journée. Mais pour comprendre ce qui s'est exactement passé ici, il faut commencer non pas par cet appartement, mais par un homme qui, à ce moment précis, se trouvait à 1000 kilomètres de là. Dans l'effectif de l'Oural 2, l'équipe de jeunes du club d'Yekaterinbourg, il y a un garçon qui a alors 20 ans, surnommé Sikac. Et voici ce qui est important. Ce n'est pas un sobriquet de bas-fond, ni la trace d'une biographie trouble, c'est un surnom sportif, gagné pour son jeu dur, intransigeant et expressif sur le terrain. Un jeune homme qui court derrière le ballon et qui, comme on l'apprendra plus tard, espère désespérément se faire une place dans l'équipe première. L'équipe des jeunes, ce n'est pas synonyme de gros salaire. La paie est très probablement modeste, la famille est quelque part au loin et le football est la seule chance d'accéder à une autre vie. Ni passe-temps, ni divertissement, précisément une chance. Et voici ce que cette chance fait à un homme. Elle forge l'habitude d'obéir. L'entraîneur a dit, il a exécuté. Le système a donné un ordre, il l'a accompli. Cette discipline, ancrée par des années d'entraînement, ne réside pas dans la tête, mais dans la colonne vertébrale. Retenez bien cela. Plus loin, vous comprendrez pourquoi. Ce garçon est précisément celui qui, quelques jours plus tard, se retrouvera dans l'appartement d'une femme inconnue, avec une meuleuse à la main. Et tout commencera par un seul appel téléphonique. L'écran du téléphone s'est allumé avec un numéro entrant inconnu. Peut-être fixe, peut-être mobile. Et Sikac a décroché. À un moment donné, dont nous taisons volontairement l'heure exacte pour l'instant, eut lieu une conversation qui a coupé sa vie en deux, l'avant et l'après. Quant à ce qu'on lui a dit exactement, nous y reviendrons. Et nous y reviendrons en détail, car le contenu de cet appel est la clé de tout ce qui s'est produit ensuite. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de cela, mais de ce qui s'est passé en Sikac lui-même. Avant l'appel, il était ce garçon de l'équipe des jeunes. Une vie ordinaire, compréhensible, transparente. Et voilà que le combiné est reposé. De manière ciblée, méthodique, comme quelqu'un qui a reçu une instruction et ne la remet pas en question. Une seule conversation, et l'homme a comme été basculé d'un mode à un autre. Mais d'abord, qu'a-t-il fait ensuite ? Dans le protocole des caméras de surveillance, on trouve un enregistrement. Un homme à la silhouette athlétique, à la démarche assurée, entre par la porte principale d'un immeuble résidentiel. L'heure est consignée, le visage est dans le cadre. Il ne se cache pas, ne regarde pas autour de lui, ne se comporte pas comme quelqu'un qui n'aurait rien à faire ici. Au contraire, chaque mouvement indique qu'il a parfaitement le droit de se trouver là. Et voici Sikac devant la porte de l'appartement. Coup de sonnette. La voix est posée, maîtrisée. Il se présente comme un agent des forces de l'ordre. Clairement, sans hésitation, avec ses intonations qui ne suscitent pas de questions, mais l'obéissance. Comme on l'apprendra plus tard, cette légende lui a été dictée à l'avance, mot pour mot, phrase après phrase, et avec quel ton. La porte est ouverte par la lycéenne, la fille de 16 ans de la maîtresse des lieux. Seule dans l'entrée, seule dans tout l'appartement, devant elle, un adulte sûr de lui, qui prononce les bons mots dans le bon ordre. On ne lui demande pas de documents parce que c'est ainsi qu'est faite la psychologie. Quand quelqu'un dit « je viens des organes de l'État », la plupart des gens font confiance, surtout à 16 ans, surtout quand on est seul et qu'il n'y a personne à côté pour vous souffler quoi faire. Elle a laissé entrer une personne venue ici avec un seul but, détruire tout ce qui se trouvait derrière cette porte. 16 ans, c'est l'âge où le monde au-delà du seuil de l'appartement se divise encore en adultes compréhensibles et adultes incompréhensibles. Et les premiers sont l'écrasante majorité. La mère, très probablement, se trouvait dans la pièce voisine, ou peut-être était-elle sortie un instant. C'est une précision que l'enquête consignera plus tard. Calmement, sans pause superflue, avec cette assurance tranquille qui constitue en elle-même un laissez-passer. Il a peut-être montré quelque chose qui ressemblait à un document officiel. Il a peut-être prononcé le nom de la maîtresse des lieux, un détail qui lève instantanément la barrière intérieure, parce que d'où un étranger pourrait-il savoir cela? Comme il s'avérera, le nom, les formulations et même l'intonation, tout avait été préparé à l'avance par celui qui l'avait envoyé ici. Et à un moment donné, il a tourné le verrou. Il est important de comprendre ceci.
Ce n'est pas une erreur, ni une négligence, ni une naïveté qu'on aurait pu éviter. Un homme en uniforme ou avec des documents officiels, pour une jeune fille de 16 ans, c'est le système, l'ordre établi. Ce à quoi on vous apprend à faire confiance toute votre vie. Détecter la supercherie dans une telle situation, presque personne ne le pourrait. Ni à 16 ans, ni à 30, ni à 50. Elle a agi exactement comme l'aurait fait l'écrasante majorité des gens à sa place. Et ensuite, derrière cette porte, a commencé un cauchemar qui s'étirera sur une journée entière. Une meuleuse et un pied de biche. Deux objets qui ne se trouvent jamais par hasard dans une entrée, on ne les sort pas du débarras dans un accès de colère, on ne les saisit pas sur une table dans un instant d'égarement, on les achète, on les emballe, on les transporte à travers toute la ville, on les amène dans l'entrée d'un inconnu, on les monte à l'étage, on les fait passer par la porte de quelqu'un d'autre devant cette même lycéenne qui l'a refermée. Et voici ce qui rend ce détail si insoutenable. Chacun de ces objets représente une action distincte, consciente, une chaîne. Entrer dans le magasin, une décision, choisir, une décision, payer, transporter tout cela, une décision. À n'importe lequel de ces maillons, on aurait pu s'arrêter, raccrocher, jeter le sac, faire demi-tour et repartir à Yekaterinbourg. Mais la chaîne ne s'est rompue à aucune étape. Or, la maîtresse des lieux, la mère, ne ressortira plus de ces murs. Ce qui lui est arrivé, l'enquête le reconstituera dans des détails dont il est impossible de parler ici. L'adresse précise, un homme, des outils sélectionnés à l'avance, pas un seul signe de spontanéité, seulement une exécution méthodique. À un moment donné, tout était terminé, mais il n'a pas ramassé ses affaires et ne s'en est pas allé. Il est resté, parce qu'il y avait encore quelqu'un dans l'appartement, celle qu'il avait laissée entrer quelques heures plus tôt. Dans les documents de l'enquête, un chiffre qui ne tient dans aucune logique, 24 heures. C'est à peu près le temps qu'elle est restée avec lui entre les mêmes murs. Après ce qu'il avait fait à la mère, dans ce même appartement, derrière cette même porte d'entrée, dans ces mêmes pièces. Et voilà qu'une vie n'est plus, mais le temps continue de s'écouler, et ils sont tous les deux là, de part et d'autre de ce qui s'est passé. Il aurait pu partir immédiatement, dès les premières minutes, descendre par l'ascenseur, sortir de l'immeuble, prendre un taxi et se retrouver au matin dans une autre ville. Mais il n'est pas parti, n'a pas ramassé ses affaires. Comme on l'apprendra plus tard, il a passé 24 heures dans cet appartement. Et ce ne sont pas des suppositions, mais des données reconstituées à partir des caméras. Il attendait quelque chose, recevait de nouvelles instructions de ceux qui l'avaient envoyé là. Ou bien il était simplement figé, comme quelqu'un qui a exécuté un ordre et ne sait pas quoi faire sans le suivant. Or, la réponse n'existe pas encore, ni dans les procès-verbaux, ni dans ses propres paroles, prononcées bien plus tard. Mais le fait, consigné par l'enquête, demeure 24 heures entières, lui et elle dans le même appartement. Et ce qui sera établi à l'issue de ces heures ajoutera à son dossier une autre ligne, dont nous parlerons plus loin. Le dossier a été ouvert sur plusieurs chefs d'accusation, pas un seul. Ce qu'il a fait à la maîtresse des lieux est devenu la première ligne. Mais l'enquête en a établi une seconde, distincte, qualifiée sous un autre article, concernant ce qui s'est passé dans ces murs pendant 24 heures à l'égard de la fille. Les détails sont déplacés ici, le fait est consigné dans le dossier, et cela suffit. Or, si jusqu'à ce moment il vous a semblé que devant vous se tenait quelqu'un agissant de sa propre volonté, vous vous trompez. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est pas l'histoire d'un homme qui décidait, c'est l'histoire d'un homme qu'on dirigeait, une marionnette dont quelqu'un tirait les fils depuis une autre ville à l'autre bout du fil. Dans sa biographie, il n'y a rien. Littéralement rien à quoi se raccrocher. Aucun suivi psychiatrique, aucune condamnation, pas même un procès verbal administratif. Aussi vierge qu'une fiche neuve dans une base de données. Et voici ce qui transforme cette histoire de simple chronique criminelle en quelque chose de tout autre. Il ne connaissait pas cette femme, n'était jamais venu à Stroguino, ne l'avait jamais croisée, ni dans la vie, ni sur Internet, n'avait avec elle ni contentieux personnel, ni revendication financière, absolument aucun point de contact. Or, il n'y avait aucun mobile, l'enquête a cherché et n'a rien trouvé, parce qu'il n'y avait rien à chercher. Entre un footballeur d'Yekaterinbourg et cette femme, il n'y a qu'un appel entrant sur son téléphone.
Une seule conversation, une voix qui a prononcé des mots après lesquels ce garçon a fait ses bagages et a parcouru la moitié du pays pour exécuter ce qu'on lui avait dit. À un moment donné, surgit une question qu'il est impossible d'écarter. Qui était au bout du fil et, peut-être plus important encore, que lui ont-ils dit pour qu'il obéisse? Des centaines de milliers d'appels frauduleux, des centres d'appels, des scripts rodés, un convoyeur monté à l'échelle industrielle. Votre compte est bloqué, confirmez le virement, un prélèvement est en cours sur votre carte. Des phrases que chacun a entendues au moins une fois. Et voici ce qui est important. Jusqu'à ce moment-là, toute l'industrie de l'escroquerie téléphonique fonctionnait selon un seul et même modèle. Appel, montée en pression, transfert de fonds. Et la victime ouvrait elle-même l'application bancaire et donnait son argent de ses propres mains. Le schéma se bouclait à distance, sans contact physique, sans rencontre, sans intersection dans l'espace réel. Ici, tout s'est passé autrement. Ils n'ont pas demandé de virer de l'argent, ils ont trouvé une personne précise et l'ont envoyée à travers la moitié du pays, dans l'entrée d'un inconnu, devant une porte inconnue, avec une meuleuse et un pied de biche entre les mains. Non plus quote 1, mais quote 2. Comme on l'apprendra plus tard, il s'agissait d'un tournant fondamentalement nouveau. Le passage de la fraude à distance au pilotage à distance d'un être humain vivant qui exécutera ce que le commanditaire prononcera dans le combiné. Pour un tel schéma, il ne faut pas un interlocuteur quelconque, ni un simple particulier effrayé prêt à virer ses économies. Il faut quelqu'un qui obéira, qui ne posera pas de questions superflues, avec la même discipline avec laquelle il exécutait les consignes de son entraîneur. Et c'est là que commence ce qui devient véritablement glaçant, car Sikach n'était pas faible, pas écrasé, pas quelqu'un qu'il est facile de briser. C'était un sportif habitué à la dureté et à la pression. C'est précisément pour cela qu'il a été choisi. 20 ans et déjà dans un système de coordonnées où l'autorité ne se discute pas. Or, pour comprendre pourquoi c'est précisément Sikach qui s'est retrouvé dans cet appartement, il faut analyser non pas son acte, mais son profil. 20 ans, c'est l'âge où la confiance en soi n'est pas encore acquise, mais où la peur des personnes se présentant comme une autorité supérieure est déjà formée. Très probablement, il n'a pas grandi à Moscou, mais en province. Un autre rythme, un autre rapport à la vie au nom des institutions, là d'où il venait, une voix dans le combiné se présentant comme un agent des forces de l'ordre. Ce n'est pas un motif de vérification, c'est un motif d'obéir. Et l'équipe des jeunes, ce n'est pas le noyau du club. Les salaires sont faibles, symboliques. Et voici ce qui en découle. Avec une forte probabilité, il dépendait de cet argent. Peut-être aidait-il sa famille, envoyait-il une partie chez lui. Toute menace pour sa stabilité financière dans une telle situation, ce n'est pas un désagrément, c'est une catastrophe. La perte du contrat équivaut à la perte de tout, du football, du revenu, du sens même du déménagement. Surtout, il était seul, loin de chez lui, sans appui, sans personne à côté à qui passer un coup de fil pour dire « quote 3 ». À un moment donné, quand la pression monte et qu'il n'y a personne à côté, on prend des décisions qu'on n'aurait jamais prises en temps normal. Et puis, la discipline sportive. Des années d'entraînement où la règle principale est enfoncée au niveau du réflexe. L'entraîneur dit « tu fais », tu ne discutes pas, tu ne doutes pas, tu exécutes. C'est l'habitude de la verticalité, de la soumission inconditionnelle. Et ils ont trouvé leur cible. Mais comment exactement ? Et, ce qui est peut-être le plus important, d'où connaissait-il l'adresse à Strogino? Voici un détail qui ne colle pas au premier regard. Sikach est un joueur du club de l'Oural. Sa vie, ses entraînements, son quotidien, tout est lié à Yekaterinbourg, et l'incident s'est produit à Moscou. Entre ces deux points, il y a 1800 kilomètres, et pas une seule raison apparente pour laquelle cet homme aurait dû se retrouver précisément là-bas. Que faisait-il à Moscou? Il faut s'y rendre. Peut-être était-il venu pour des raisons personnelles, nous ne le savons pas avec certitude. Mais voici ce que nous savons à coup sûr. On ne l'a pas simplement convaincu par téléphone, on l'a physiquement déplacé à travers la moitié du pays, d'une ville à une autre, vers un immeuble précis, vers une porte précise, à un moment précisément calculé, avec des outils préparés à l'avance entre les mains. C'est ici que surgit ce qui devient vraiment terrifiant. Qui, au bout du fil, lui disait où aller, où s'arrêter? Quelqu'un lui indiquait où marcher, chaque pas était dicté, chaque déplacement orienté, on le déplaçait comme une pièce sur un échiquier. Or, on ne l'a pas envoyé à n'importe quelle adresse, mais vers une femme précise.
et cela signifiait une seule chose. Les escrocs savaient qui elle était, connaissaient son nom, son appartement, savaient qu'elle serait chez elle et savaient qui lui envoyer. Dans la base de données que l'enquête découvrira plus tard, il y a une ligne avec son nom, son numéro de téléphone et son adresse personnelle. Une inscription précise, une femme précise, un appartement précis à Strogino. Et voici ce que cela signifie. Bien avant que Sikac n'en franchisse le seuil, on travaillait déjà sur elle. Comme on l'apprendra plus tard, le schéma, selon toute apparence, a commencé de manière classique. Appel entrant, voix posée, inquiétude répétée, vos fonds sont menacés, transférez-les sur un compte sécurisé. Un script qui fonctionne quotidiennement sur des milliers de personnes à travers tout le pays. Mais cette femme n'a pas mordu. Elle a raccroché, n'a pas rappelé, n'a pas ouvert son application bancaire, a simplement refusé et était retournée à ses occupations. Or, pour un convoyeur qui passe au crible des centaines de numéros par jour, un refus, c'est une statistique ordinaire, une ligne qu'on raye et on passe à la suite. Mais ici, c'est différent. On ne l'a pas rayé, on l'a retenu. L'adresse est restée dans la base, le numéro dans le système, et à un moment donné, quelqu'un à l'autre bout a pris une décision qui a fait sortir toute cette histoire du cadre de la simple escroquerie téléphonique. Puisqu'elle n'a pas donné l'argent elle-même, on viendra chez elle. C'est une hypothèse, et elle n'a pas été confirmée officiellement. Mais elle s'inscrit dans la logique avec une précision effrayante. Si les escrocs avaient son adresse, c'est qu'elle était dans leur champ de vision. S'il y avait son numéro de téléphone, c'est qu'un contact avait déjà eu lieu. S'il y a eu une tentative, c'est qu'il y a eu un refus, après lequel ils sont passés à ce que l'enquête reconstituera minute par minute. Ils ont trouvé un exécutant, transmis les instructions, où aller, chez qui se rendre, que dire sur le pas de la porte. Mais les instructions ne suffisent pas, il faut une raison. Une raison qui poussera un garçon de 20 ans à faire ses bagages, à monter dans un train et à faire ce qu'on lui dit. On ne les sort pas de sous l'évier dans un état d'affolement, on ne les ramasse pas en chemin, on ne les trouve pas par hasard. Pour qu'ils se retrouvent dans tes mains, il faut accomplir une série d'actions, dont chacune est un point distinct et conscient. Et voici le détail qui ne donne pas de répit. Qui a établi la liste des achats? Selon toute apparence, les indications n'étaient même pas approximatives, pas « prends quelque chose qui convient », pas « tu te débrouilleras sur place », mais des indications concrètes. Tel outil, tel objet, en telle quantité. Un niveau de détail tel que l'homme à l'autre bout du fil contrôlait non pas la direction générale, mais chaque article de cette liste monstrueuse, chaque pas entre le magasin et l'immeuble. Ce n'est pas un conseil, c'est un guide pas à pas, dicté par une voix qu'il n'avait jamais vue de sa vie. À un moment donné, il faut s'arrêter et prendre conscience d'une chose. Entre la phrase code 6 et l'instant où tu la prends en main et l'utilises selon sa destination. Ni fissure, ni interstice, mais un gouffre qu'un être humain normal ne franchit pas. À un certain stade, tu dois t'arrêter, regarder ce que tu transportes, te poser une question à laquelle tu n'as pas de réponse et refuser. Entre l'instruction et l'action, il y a précisément ce gouffre. Comme on l'apprendra plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. Le détail des appels. Voici le document qui a tout retourné dans l'affaire. Pas le témoignage, mais son téléphone, par lequel tout a commencé. Les numéros entrants, la durée de chaque conversation, l'heure exacte de la connexion, la séquence dans laquelle les appels se sont succédés méthodiquement, à intervalles réguliers, comme des étapes d'instruction étalées sur des heures. À partir de ces chiffres, de ces lignes de détails de facturation, de ces données brutes de relevés téléphoniques, se reconstituait le tableau que l'enquête consignera dans le dossier. Sikac n'agissait pas seul, derrière lui se trouvaient des escrocs téléphoniques qui demandent habituellement de transférer de l'argent sur un compte sécurisé, qui appellent quotidiennement des milliers de numéros et travaillent selon des scripts. À partir des dépositions, du détail des appels et de la reconstitution de la chronologie, minute par minute, appel par appel, se dessine ce même tableau vers lequel nous tendions depuis le premier bloc. Le tableau de la manière dont un garçon ordinaire a été transformé en instrument. Un garçon de 20 ans d'Iekaterinbourg décroche, et c'est à cet instant que s'enclenche un mécanisme qu'il est déjà impossible d'arrêter. Reconstitution sur la base de ce qui est connu de schémas similaires et de ce qui, selon toute probabilité, a été reconstitué au cours de l'enquête. Appel entrant. Au bout du fil, une voix qui se présente comme un agent du FSB, du MVD ou du comité d'enquête.
Et voici ce qui est essentiel ici. Le sigle précis n'a pas d'importance. Pour Sikach, pour un garçon qui a grandi loin de Moscou, cela résonne de la même manière, comme un verdict. Vous figurez dans les pièces d'une enquête. 2 phrases prononcées d'un ton calme et assuré. Et voilà le cœur dans la gorge. Et voilà les pensées qui s'embrouillent. Et voilà la seule réaction. De quel dossier s'agit-il? Je n'ai rien fait. Or, c'est précisément cette phrase, précisément cette frayeur, précisément cette disposition à se justifier devant une voix inconnue qui, semble-t-il, peut tout arrêter. Celui qui sait quoi faire, celui à qui il faut simplement faire confiance. À un moment donné, la frontière entre quote 9 et quote 10 s'efface. Il a cru. Et dès que cela s'est produit, on est passé à l'étape suivante, celle après laquelle il n'y a plus de chemin de retour. Et à ce jour, ce schéma a été reconstitué pratiquement minute par minute. La première et peut-être la plus importante, l'isolement. N'en parle à personne. C'est une opération secrète. Et si un seul mot s'échappe, tu en répondras toi-même pour divulgation. C'est ainsi qu'on coupe l'individu de quiconque pourrait prononcer la seule phrase salvatrice. Cote 12. Ni ami à côté, ni proche, ni entraîneur qu'il avait l'habitude d'écouter. Ne reste que la voix dans le haut-parleur, et cette voix devient l'unique source. Deuxièmement, l'escalade des engagements, construite de telle sorte que chaque pas suivant paraisse logique. On commence par demander une bagatelle, vérifie l'adresse. Regarde simplement si cet immeuble existe, rien de terrible, élémentaire, il s'exécute. Ensuite, un peu plus. Approche-toi de l'entrée, note les plaques des voitures dans la cour. Là encore, rien de criminel en apparence. Et à un moment donné, il découvre que chaque étape franchie rend le refus de la suivante de moins en moins possible. Tu es déjà à l'intérieur du processus, tu fais déjà partie du mécanisme. On lui dit que la femme dans cet appartement est impliquée dans des infractions graves, qu'elle conserve des pièces qu'il faut saisir, ou des fonds obtenus illégalement, ou quelque chose sans quoi l'opération ne peut être achevée. Or, il n'allait pas faire le mal. Dans sa propre perception, il exécutait des missions, prêtait son concours, faisait, comme il lui semblait, une bonne action. Suppression méthodique des doutes. Chaque fois qu'il s'arrêtait probablement, la voix répétait la même chose. « Tu es déjà un participant, si tu t'arrêtes maintenant, tu finiras toi-même derrière les barreaux. » On a tout enregistré. Les empreintes sont là, les caméras fonctionnaient. À ce moment-là, le piège s'était déjà refermé. Il ne pouvait plus sortir, en tout cas, c'est ce qu'il lui semblait. Et le 5e point, après lequel il n'y a plus de retour en arrière. Il est déjà dans l'appartement, les outils à la main. Devant lui, une femme qui ne comprend pas ce qui se passe. Dans son oreille, toujours la même voix. Et cette voix prononce le dernier mot, « agis ». Toute la chaîne, depuis le premier appel entrant jusqu'à l'ordre final, c'est un convoyeur. Industriel, rodé, où chaque étape débouche sur la suivante et où chaque tour franchi rend le retour impossible. Il se tenait là, meuleuse à la main, et dans le haut-parleur résonnait une voix qui appelait cela un quote 14. 12 heures plus tard, il était toujours assis dans le même appartement, à la même place, où le silence dans le combiné l'avait surpris. Elle n'était plus. Mais lui était là. Et c'est peut-être la partie la plus terrifiante de toute cette histoire. Il existe une version selon laquelle la voix au bout du fil ne s'est pas tue immédiatement, qu'on lui aurait dit « Attends, les nôtres vont arriver. Ils récupéreront les pièces, ils t'emmèneront. » Et lui, désormais entièrement piloté, attendait docilement. 1 heure, 2, 5, 12. Personne, bien entendu, n'est venu. Parce qu'aucun « les nôtres » n'a jamais existé. Ou bien la connexion s'est peut-être tout simplement coupée. Le téléphone s'est tu et il est resté seul dans un appartement inconnu, avec ce qu'il avait fait, avec la fille de celle qui n'était plus, seul à seul avec des conséquences auxquelles aucune voix dans le combiné ne l'avait préparé. À un moment donné, et c'est probablement la définition la plus juste, le programme s'est cassé, la voix a disparu, les instructions ont pris fin, et sa propre volonté, étouffée par des jours de pression continue, n'est jamais revenue. Il ne savait pas quoi faire ensuite, ne pouvait pas partir, ne pouvait pas rester, ne pouvait prendre aucune décision. Depuis longtemps, quelqu'un d'autre prenait les décisions à sa place. Ce qui s'est exactement passé pendant ces 24 heures, nous ne le savons pas avec certitude. L'enquête dispose peut-être de détails qui ne sont pas encore devenus publics, mais ce qui est consigné dans le dossier, et voici ce qu'il est important de comprendre.
Devant vous, il ne s'agit pas d'une image en noir et blanc où l'on peut facilement répartir les rôles, la victime, la marionnette et le coupable. Voilà, c'est une seule et même personne. C'est probablement la principale difficulté. Comme on l'apprendra plus tard, c'est précisément ici que commence la question la plus importante. Au moment de ces événements, Sikach a 20 ans. Il est depuis longtemps majeur, pleinement capable, un adulte pour lequel personne n'est obligé de prendre des décisions, ce qu'il est impossible de contourner. Il pouvait raccrocher à la première minute de la conversation, à la 10e, à la 40e, à n'importe quel point de cette chaîne. Il pouvait dire non, rompre le contact, pouvait appeler son entraîneur, sa mère, n'importe qui. N'importe lequel de ces appels aurait fait s'effondrer tout le schéma en quelques secondes. Or, voici le principal contraste. Chaque jour en Russie, des milliers de personnes reçoivent exactement les mêmes appels. Code 17. Et des milliers de personnes raccrochent. Elles coupent la communication, recherchent le numéro sur Google, en rient et le racontent à leurs amis comme une anecdote. Lui, il n'a pas raccroché. La manipulation est une explication, pas une justification. Et la différence entre ces deux mots est ici cruciale. Il a été trompé? Oui. Il a probablement été brisé psychologiquement, admettons. Il a été utilisé comme un instrument, certainement, mais la meuleuse, c'est bien lui qui la tenait entre ses mains, dans l'appartement d'une inconnue. Et tout ce qui s'est passé pendant ces 24 heures, c'est bien lui qui l'a commis. Et nous restons avec cette question, à laquelle il n'existe pas de réponse simple. Où passe exactement la frontière entre celui qu'on a utilisé et celui qui a commis l'irréparable? Mais il y a ceux qui sont coupables de manière inconditionnelle et qui, très probablement, ne répondront jamais de leurs actes. Sur les enregistrements des caméras de surveillance, un seul homme dans le dossier, un seul mis en examen devant le tribunal, un seul accusé. Mais des voix dans cette histoire, il y en a au moins deux. Quelque part, très probablement loin au-delà des frontières de la Russie, dans l'un des pays de l'étranger proche, en ce moment même, sont assis des gens en sécurité, au chaud, avec leur téléphone à portée de main. Ils n'ont pas acheté la meuleuse, ne sont pas montés par les escaliers, ne se sont pas tenus devant la porte d'une inconnue. Leurs empreintes ne se trouvent sur aucun objet dans cet appartement, sur aucun enregistrement. Et voici toute la monstruosité de la situation. Ce sont précisément eux qui ont trouvé l'adresse, ce sont précisément eux qui ont approché Sikach, ce sont précisément eux qui, mot après mot, pas après pas, l'ont guidé par leur voix du début à la fin. Ils ont été les architectes de tout ce qui s'est produit, et lui, l'instrument vivant. Parce qu'il a franchi le seuil, et eux non. À un moment donné, on commence à comprendre le plus pénible. Ces gens ne se sont pas arrêtés. Ce n'est ni le premier ni le dernier. Et demain, il y aura un autre garçon, ou une autre femme, ou un retraité qui croira la voix assurée dans le combiné. Et le mécanisme fonctionne, et il ne nécessite pas de présence. Quelque part en ce moment même, le téléphone de quelqu'un sonne. Si on vous appelle, raccrochez. Chers téléspectateurs, l'épisode d'aujourd'hui était une demande de ne décrocher aucun appel, de ne pas vous laisser prendre par les récits selon lesquels une procédure pénale aurait été ouverte contre vous. S'il vous plaît, raccrochez immédiatement. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Ils ont appelé la police et ont dit qu'ils avaient retrouvé une petite fille dans la rue, seule, en larmes. Mais sur la façon dont elle s'était réellement retrouvée sur ce trottoir au milieu de la nuit, l'appelant n'a pas dit un seul mot. Et c'est par ce coup de fil bref, presque routinier, que commence une histoire dans laquelle chaque détail se révélera être un mensonge, calme, calculé, prononcé d'une voix égale. Mai 2025, Krasnoïarsk. Pleine nuit, le poste de garde reçoit un appel. Une voix masculine en ligne, ni agitée ni hésitante, mais délibérément calme. Comme si la personne avait préparé à l'avance ce qu'elle allait dire exactement. Il signale que dans la rue se trouve une petite fille, toute jeune, environ 2 ans, seule, sans adulte, en train de pleurer. Le permanencier suit le protocole. Adresse, description, y a-t-il quelqu'un à proximité? L'homme répond posément, même un peu trop. Il aurait soi-disant croisé par hasard cette petite en pleurs au milieu d'une rue vide. Pas d'adulte autour. Non, il n'a aucune idée de qui elle est. Il passait simplement par là et il a appelé. L'appel dure moins de 2 minutes. À ce moment-là, pour tout le monde, c'est une situation ordinaire.
L'un des parents n'a pas fait attention, l'enfant est sorti de l'appartement, une patrouille va arriver, trouver une mère désemparée dans le voisinage, et au matin, tout va se dissoudre dans un rapport. Eh bien, rien de tel ne va se produire, parce qu'aux abords de cette rue, il n'y aura ni mère désemparée, ni grand-mère assoupie, personne. Retenez bien cet appel, son intonation, son calme mesuré. 20 minutes avant que cet homme ne compose le numéro du poste de garde, dans un appartement non loin de là, il s'est passé quelque chose qui transformera un appel nocturne de routine en une affaire qui fera trembler les mains même des enquêteurs les plus aguerris. 4e étage, plan standard. C'est un homme de 43 ans qui ouvre la porte. Derrière lui se profile un second, 61 ans. Et tous deux accueillent la patrouille avec cette expression particulière qu'ont les gens qui ont préparé leur explication à l'avance. Dans l'appartement règne une lourde odeur d'alcool. Sur un canapé défoncé, une petite fille d'environ 2 ans, et elle ne crie plus, elle ne fait que sangloter, doucement, de manière monotone, comme ceux qui sont depuis longtemps épuisés d'appeler à l'aide. La première chose qui interpelle les policiers, au téléphone, l'homme avait dit l'avoir ramassée dans la rue. Mais la petite est à l'intérieur, sur le canapé, au chaud. Peut-être l'a-t-il rentrée, peut-être a-t-il eu pitié. Une explication logique existe. Mais c'est seulement au premier coup d'œil. Parce qu'ensuite va commencer une deuxième incohérence, bien plus inquiétante. Elle ne bouge pas comme bougent les enfants de son âge. Des particularités de développement, de celles qui exigent des soins constants, une attention particulière. Ce n'est pas une petite qui aurait couru hors de l'immeuble et se serait perdue dans la cour. C'est un petit être humain qui, physiquement, n'est pas en mesure de se retrouver seul au milieu de la ville nocturne. Et voici la troisième incohérence. Une petite avec de telles particularités ne pouvait pas partir seule, ne pouvait pas sortir de son lit, descendre l'escalier, traverser la cour, ce qui veut dire que quelqu'un l'a apportée ici. Pour l'instant, ce n'est pas dit à voix haute, mais elle n'est jamais partie d'ici. 2 hommes sont debout devant la patrouille, tous deux éméchés. Tous deux répètent la même chose. On l'a trouvée, on ne sait pas à qui elle est, alors on a appelé. La version sonne cohérente, mais elle craque déjà. Dans le procès-verbal de l'audition, il y aura cette ligne sèche. Les 2 personnes interrogées ont fait des déclarations identiques. Voilà le mot-clé. Le quadragénaire hausse les épaules. On ne sait pas, on l'a simplement trouvée. Le sexagénaire prononce exactement les mêmes mots dans le même ordre, avec les mêmes pauses, mot pour mot. Quand 2 personnes racontent une histoire de manière absolument identique, c'est soit que la vérité est tellement élémentaire qu'on ne peut pas la formuler autrement, soit que la version a été répétée. Le permanencier fait une demande par radio. Y a-t-il eu un signalement de disparition d'enfants en bas âge dans ce quartier? Pas un seul appel. La tournée des appartements commence. 3 heures du matin. Et l'un des voisins, un homme âgé de l'étage inférieur, se souvient d'un détail qui va tout changer. Dans la soirée, il avait entendu des voix venant de l'appartement du dessus. Une voix féminine, jeune, basse, et 2 voix masculines. Puis le silence est tombé, et puis il y a eu un bruit, un choc sourd dehors, derrière la fenêtre. 4e étage. L'un des policiers sort de l'immeuble et fait le tour du bâtiment. Le long de la façade, il descend vers la pelouse sous les fenêtres de cet appartement-là. L'herbe est aplatie, la terre est retournée. Et là, sur cette pelouse, une jeune femme inconsciente, en vie, mais sans connaissance. Elle paraît à peine plus de 20 ans. Des vêtements d'intérieur, pas ceux qu'on porte pour sortir, mais ceux qu'on porte assise dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Radio, il faut une ambulance d'urgence. Femme, état grave, sous les fenêtres de l'immeuble. Et à partir de cet instant, l'histoire du « on l'a simplement trouvé » commence à se déliter. Parce que l'homme qui, 20 minutes plus tôt, a composé le numéro de la police, habite précisément au 4e étage, juste au-dessus de l'endroit où gît actuellement la mère de 19 ans. 7 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à l'équipe du SAMU. Et les voilà sur place, une jeune femme de 19 ans, fractures multiples, traumatisme crânien, lésions internes caractéristiques d'une chute de hauteur. Le 4e étage, c'est environ 12 mètres, ce qui suffit à briser presque tout à l'intérieur d'un être humain. Mais il y a là aussi un paradoxe cruel. Parfois, ce n'est pas suffisant pour que tout se termine immédiatement. Elle respirait et son cœur fonctionnait. Il n'y avait pas de conscience, et probablement, il n'y en avait plus depuis la seconde même où elle a cessé de tomber. Dans le procès verbal, état extrêmement grave, pronostic incertain.
C'est la manière médicale de dire « Nous ne savons pas si elle vivra jusqu'au matin, mais nous ferons tout pour que cela arrive ». Elle ne connaissait pas le contexte. Elle ne savait pas qu'elle avait une petite fille avec des particularités qui en ce moment même était allongée sur un canapé à l'étage avec 2 hommes éméchés, impliqués dans ce dont les médecins essaient actuellement de recoller un être humain. 2 points sur la carte du Krasnoïarsk nocturne, 12 mètres à la verticale, la mère et la fille. Et pour l'instant, un fait. La personne qui a appelé la police savait. Elle ne pouvait pas ne pas savoir. Pendant 20 minutes, il s'est tu. Et dans ce silence, tout est inscrit. Il a menti à la police et a prononcé une phrase qu'il avait préparée à l'avance, trouvée dans la rue. Mais il n'a pas dit que 4 étages plus bas, sur la pelouse humide, gisait la mère de 19 ans de cette même petite. Il n'a pas appelé le SAMU, n'a pas demandé qu'on envoie des médecins. Ce silence, ce n'est pas du désarroi, ce n'est pas un choc. C'est un choix. N'importe qui, témoin de quelqu'un qui tombe d'une fenêtre, saisit son téléphone. Quelqu'un est blessé, donc il faut de l'aide. Cela ne nécessite pas 20 minutes de réflexion. Lui n'a pas appelé. 20 minutes se sont écoulées entre ce qui s'est passé près de la fenêtre. 20 minutes, le délai pendant lequel l'œdème cérébral devient irréversible. La fenêtre où il est encore possible de sauver et celle où il est déjà trop tard se referme avec un léger déclic. Quand il a enfin donné un numéro, il a appelé à propos d'elle, il a appelé à propos de la petite, à propos de la fillette dont il fallait se débarrasser quelque part. Il n'a pas sauvé, il s'en débarrassait. Rembobinons de plusieurs heures en arrière, le même canapé, mais c'est encore le soir. Dans l'une des rues marche une jeune femme. Elle a 19 ans, sa petite fille dans les bras, 2 ans, avec des particularités à cause desquelles elle ne peut pas marcher seule. La mère avance lentement, parce que porter une enfant de 2 ans dans les bras, même un quart d'heure, c'est lourd. Et elle marche depuis longtemps, vers où on ne sait pas, d'où elle vient, on ne sait pas non plus. Une dispute avec des proches, un appartement loué qu'elle ne peut plus payer, ou bien elle n'a personne du tout dans cette ville, dans cette longue et insupportable liste familière de raisons pour lesquelles de jeunes mères avec des petits enfants malades se retrouvent la nuit, sans toit, dans un pays où, pour chaque cas de ce genre, est censé exister un service social, une ligne d'urgence, un centre de crise. Tout cela existe sur le papier, mais dans une rue précise d'une ville précise, une nuit précise, il n'aide pas. Mais, Krasnoïarsk, la nuit il fait +5, +7. Elle serre sa fille contre elle et pleure, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Et à cet instant, c'est la personne la plus vulnérable de toute la ville. Une jeune femme en pleurs avec une petite dans les bras. C'est un signal pour certains, aide. Pour d'autres, un signal d'une toute autre nature. 2 hommes se sont approchés d'elle, 43 et 61 ans. Tous 2 avaient déjà bu, ont engagé la conversation. L'essentiel était simple. Nous avons un appartement, un canapé. Couchez la petite, vous vous reposerez. Il fait nuit, où allez-vous aller? Vu de l'extérieur, un geste banal de compassion. Elle hésitait. Toute femme marchant seule la nuit porte en elle une règle cousue depuis l'enfance. N'aille pas avec des inconnus. Mais cette règle a une faille. Elle ne fonctionne que lorsque tu as une alternative. Quand on peut dire quotin et rentrer chez soi, pas chez soi qui va geler, quand tu tiens à peine sur tes jambes. La règle cesse d'être une protection et devient un luxe. Elle a accepté, non pas parce qu'elle leur faisait confiance, mais parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Ils sont montés au 4e étage, la porte s'est ouverte. Elle est entrée, la porte s'est refermée, la serrure a claqué. Retenez ce son, parce qu'avant lui il y avait encore une chance, et après il n'y en avait plus. Et l'appartement s'est révélé être exactement comme le sont les appartements dans ce genre d'immeuble. Petit, avec un minimum de meubles, de ceux où l'on ne vit pas, où l'on passe la nuit. La mère a couché la petite sur le canapé, l'a couverte avec ce qu'elle a trouvé, et la fillette s'est endormie presque instantanément. Et la mère s'est assise pour la première fois depuis plusieurs heures, peut-être davantage. Elle ne se tenait pas debout, ne marchait pas, ne portait pas la petite dans ses bras. À cet instant, il lui a probablement semblé que le plus dur était derrière elle. Mais les hommes ont sorti une bouteille, ont servi, lui en ont versé aussi. Voilà comment cela commence. Tu es dans l'appartement de quelqu'un d'autre, on t'a accueilli pour la nuit, on t'a rendu service, et maintenant on te tend un verre. Et ce n'est pas une invitation à festoyer, c'est un test.
Elle a bu, probablement pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'à 19 ans, seule, dans un logement étranger avec 2 hommes inconnus, tu fais instinctivement ce qui, te semble-t-il, fait baisser la tension. Bien que chaque gorgée l'éloignait de toute possibilité de se défendre. Il buvait, et probablement, les hommes posaient les questions habituelles. D'où vient-elle? Pourquoi est-elle dans la rue? Où est sa famille? Un ensemble standard derrière lequel peut se cacher tant de la compassion qu'une froide évaluation. À quel point est-elle seule? À quel point n'y a-t-il personne derrière elle? Jusqu'à quel point peut-on se permettre? Sur le canapé, la petite dormait. L'alcool brouillait les limites, atténuait l'angoisse. La nuit devenait plus profonde. Tout ce qui allait se passer ensuite se passerait derrière une porte fermée. Sans témoin, sans caméra, sans une seule chance. La bouteille se vidait. Les intonations ont changé. Les regards s'attardaient plus qu'il ne le fallait. Les phrases devenaient de plus en plus sans équivoque. Et 2 hommes ivres, dans leur propre mur, avec le sentiment d'un contrôle total. En face, une jeune femme de 19 ans, également ivre, seule, sans téléphone, peut-être sans aucune connaissance dans cette ville. La mère ne pouvait pas simplement se lever et partir, elle n'avait nulle part où aller. Et il le comprenait. Et c'est à ce moment-là, probablement, que la première exigence a été formulée. Pas une demande, mais une exigence. Peut-être enveloppée dans cette logique particulière de la dette. On t'a accueilli, sois reconnaissante. Elle a tenté de refuser, mais dans un appartement où 2 hommes ivres avaient déjà décidé de la suite de la soirée, le refus n'est pas perçu comme une réponse. Le refus est un défi, un prétexte. L'un d'eux a frappé, ne l'a pas poussé, n'a pas levé la main pour ensuite changer d'avis, il a frappé du poing avec cette force ivre et désordonnée qui ne connaît pas ses propres limites. Suffisant pour que la jeune femme de 19 ans perde connaissance et tombe au sol dans l'espace exigu entre la table avec la bouteille vide. Une seconde plus tôt, elle tentait encore de résister, et maintenant une silhouette immobile sur le linoléum sale. Et le silence. Le coup est le point après lequel le temps se brise en 2. Avant, il était encore possible de faire marche arrière. Elle aurait pu partir, dessoulée, et toute cette soirée serait restée juste un mauvais souvenir. Après, une mère inconsciente au sol et 2 hommes au-dessus. Ils n'ont pas composé le numéro des secours. 2 adultes se tenaient au-dessus d'elle, inconscientes, et aucun n'a tendu la main vers le téléphone. Pas parce qu'ils étaient désemparés, mais parce qu'autre chose les occupait. Ils pensaient à ce qu'elle raconterait quand elle reviendrait à elle, à ce que tout cela aurait l'air vu de l'extérieur, aux questions que les policiers poseraient. Pas code 2, mais code 3. Et les problèmes doivent être éliminés. Pas longtemps, peut-être 5 minutes, mais dans ces minutes, c'est inscrit ce qui sépare la dérive d'ivrogne d'un acte conscient. C'était une décision, pas l'impulsion d'un seul, mais l'accord de 2. Chacun d'eux pouvait arrêter l'autre. Chacun pouvait dire « ça suffit, on appelle les secours », mais aucun ne l'a dit. Ils se sont approchés de la fenêtre, 4e étage, l'ont soulevée. L'un la tenait probablement par les bras, l'autre par les pieds. 12 mètres de vide jusqu'au sol. En bas, une pelouse, un sol meuble, pas de l'asphalte. Et ce sera la seule raison pour laquelle elle ne cessera pas de respirer instantanément. Ils l'ont poussée. Chute libre. C'est moins de 2 secondes. Moins que ce qu'il faut pour prononcer une phrase. 2 battements de cœur et le sol. Elle est restée sur la pelouse. En vie formellement, techniquement, mais détruite de l'intérieur. Et eux sont restés à 2, avec la petite sur le canapé, avec la bouteille vide sur la table, avec la fenêtre ouverte et la place vide sur le linoléum où, 1 minute plus tôt, gisait sa mère. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient ivres, mais pas au point de ne pas comprendre. La fenêtre du 4e étage, ce n'est pas une sortie de la pièce. C'est un point terminal. La petite pleurait avec ce son doux et épuisé qui apparaît quand la voix s'éteint, quand les larmes s'épuisent. Pour n'importe qui. Les 2 hommes ne faisaient rien, ils avaient d'autres priorités. La petite était devenue pour eux non plus un être vivant, mais une pièce à conviction, le lien entre la pelouse en bas et cet appartement. Sans la petite, on aurait pu monter une version. La fille est venue toute seule, elle est tombée toute seule. Mais une enfant avec des particularités de santé sur un canapé étranger, c'est la réponse à toutes les questions avant même qu'elles ne soient posées. Entre eux, une pause. Et la question « qu'est-ce qu'on fait ?»
Pour une personne ordinaire, cette question ne se pose pas. On la prend dans ses bras et on appelle les secours. Mais ceux qui, 10 minutes plus tôt, avaient cessé d'avoir quoi que ce soit à voir avec l'humanité, l'ont formulé autrement. Comment s'en débarrasser? 20 minutes entre la chute de la mère et l'appel au poste de garde. Pas approximativement, exactement 20 minutes, parce que le moment de la chute a été reconstitué à partir des témoignages et le moment de l'appel est consigné dans le registre à la seconde près. 20 minutes, ce n'est pas un choc, pas une sidération. Ils étaient assis dans l'appartement et passaient en revue les options. Calmement, méthodiquement. La première, la vérité, mais la vérité c'est les menottes. Écarter plus vite que les autres. La deuxième, le silence. Ne pas appeler, attendre jusqu'au matin. Mais la petite pleure, les murs sont fins, les voisins entendront. Et alors, la police arrivera sans prévenir. Et en bas, ce qu'il est impossible d'expliquer. Ils ont choisi la troisième. Appeler la police, mais à propos d'autre chose. Une histoire complètement différente. On est sorti dans la rue, et elle était là, en train de pleurer. Simplement, proprement, aucun lien. Probablement ont-ils dicté la légende à voix haute, 2 fois, 3 fois, en accordant les formulations. 20 minutes pendant lesquelles on aurait pu appeler le SAMU. Et voilà qu'une voix masculine compose le numéro et prononce la phrase que nous avons déjà entendue. Trouvée dans la rue, elle pleure, ce qui est l'unique vérité. Mais 20 minutes plus tôt, sa mère avait été poussée par la fenêtre. Et il n'appelle pas pour aider, mais pour cacher. La police prendra la petite, l'enregistrera, la confiera à un service. Et lui ira dormir. Mais il n'a pas pris en compte ce qui se trouve sous ses fenêtres, ce qui respire encore. Un plan inventé par 2 ivrognes en 20 minutes de panique. Ce n'est pas un plan, c'est une illusion. Et il pensait avoir coupé l'histoire en 2. Mais le patrouilleur qui fera le tour de l'immeuble et regardera vers le bas relira les 2 moitiés en 30 secondes. Dans le procès-verbal, il y a un détail qui en dit plus que n'importe quelle déposition. Sur la table de la cuisine, 3 verres d'alcool, alors que les maîtres des lieux insisteront sur le fait qu'ils ont bu à 2. L'enquêteur a reconstitué le tableau non pas en jours, mais en heures. Un mensonge tissé à la hâte ne résiste même pas à une légère pression. D'abord, la petite elle-même. Elle est enregistrée, elle a un dossier médical. À partir de son signalement, elle a été identifiée presque instantanément. Et avec elle, sa mère, qui était déjà en réanimation, amenée cette même nuit depuis sous les fenêtres du même immeuble. Deuxièmement, les voisins, les cloisons en panneaux préfabriqués, sont devenus les principaux témoins. Quelqu'un avait entendu des voix le soir, une féminine, 2 masculines, qui s'étaient transformées en cris. Quelqu'un avait perçu un bruit lourd du côté de la cour. Troisièmement, les détenus eux-mêmes, leur version, dès le premier interrogatoire sérieux. Ils n'ont pas pu expliquer les 3 verres, là où soi-disant 2 personnes buvaient. Ils n'ont pas pu expliquer la veste de femme sur la chaise, les petites bottes dans le couloir. Tous 2 ont été placés en garde à vue cette même nuit, dans ce même appartement. Et la petite a été enveloppée dans une couverture officielle et confiée d'abord au médecin, puis aux spécialistes de la tutelle. Le bip paisible du moniteur cardiaque comptait les secondes dans la chambre de réanimation. Sur le lit était allongée la jeune femme de 19 ans, celle-là même qui, quelques heures plus tôt, marchait dans le Krasnoïarsk du soir avec la petite dans les bras. Tube, perfusion, appareil qui respirait à sa place. 2 jours, 48 heures. Elle n'a jamais repris connaissance. 12 mètres, c'est sérieux, mais les statistiques connaissent des cas où des gens sont revenus même après davantage. Les statistiques, ce sont des chiffres moyens. Derrière chaque chiffre moyen se cachent des destins concrets. Elle s'est retrouvée dans la partie gauche du graphique. Au bout de 2 jours, les moniteurs ont montré une ligne droite. Elle avait 19 ans. Elle avait une petite fille avec des particularités de santé. Quelques jours plus tôt, elle marchait dans la ville nocturne parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle n'a pas revu sa petite. Et apprendre qu'on l'avait prise en charge, qu'elle était en sécurité, elle n'en a pas eu le temps. La petite est désormais dans le système, cette même machine étatique qui sait nourrir à heure fixe et remplir les fiches selon les protocoles, mais qui ne sait pas remplacer la seule chose qui existe pour un enfant de 2 ans. Une voix dont les battements de cœur signifient un seul mot, sécurité, et elle a des particularités de développement. Précisément cette prise en charge que, d'une manière impossible, assurait une mère de 19 ans, elle-même presque adolescente,
sans argent, sans logement, sans aucune aide. Elle tenait bon, seule, elle s'en sortait. À 2 ans, il n'y a pas de concept d'irréversibilité, il n'y a pas de compréhension que maman est partie, maman ne reviendra pas, elle attend, pas consciemment, mais avec cette attente profonde, sans mots. Qui vit dans l'habitude de tourner la tête au bruit des pas derrière la porte, dans les pleurs nocturnes qui n'ont aucune raison, sauf une. Dans les pièces du dossier, il y a un détail. Ils n'ont pas pris son téléphone, n'ont pas effacé les messages, mais ont tenté de nettoyer les traces. Absence totale de préparation, et cela en dit plus sur le mobile que n'importe quelle déposition. Probablement, le plan initial n'incluait pas la fenêtre. Les 2 hommes ne s'étaient pas approchés d'elle avec l'idée de la façon dont tout cela se terminerait, plus primitif, plus sordide. Ils ont vu une jeune femme, vulnérable, seule, l'ont invitée chez eux, l'ont fait boire et attendaient un certain développement de la soirée. Le scénario s'est brisé, elle a refusé et l'attente s'est heurtée à la réalité. La fenêtre n'est pas un plan, c'est la panique transformée en action et chaque étape suivante était une tentative de cacher la précédente. Ils voulaient une chose, ils ont reçu un refus et à chaque décision, ils choisissaient le pire scénario possible, encore et encore, jusqu'à toucher le fond. C'est précisément à cette porte du 4e étage qu'elle s'est approchée cette nuit-là, en serrant son enfant contre elle. Elle avait 19 ans, elle avait froid, elle avait peur. Quand cette porte s'est ouverte, et de l'embrasure, avec cette chaleur même, la cuisine, la bouilloire, les voix, elle est entrée. Non parce qu'elle leur faisait confiance, mais parce que la ville nocturne ne lui avait laissé aucune autre option. La porte est fermée. Seulement, cela ne change plus rien. Si cette histoire ne vous lâche pas, abonnez-vous à notre chaîne, pas pour les chiffres et les algorithmes, mais pour que de telles histoires ne disparaissent pas dans le fil entre les recettes et les mèmes, pour que quelqu'un s'en souvienne, parce que ne pas s'en souvenir, c'est consentir. Et consentir à cela, on ne peut pas. Mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. 8 heures du matin, Lipetsk, marché Petropavlovski. À l'entrée, un acheteur attend Lyudmila Fomina. 42 ans, elle vend ici des lustres et du papier peint, connaît un vendeur sur 2. La veille, ils étaient convenus que Lyudmila apporterait du saucisson au prix de gros. Elle tenait toujours parole, arrivait à la minute près, menait ses affaires avec rigueur, 3 mariages derrière elle, le marché tous les jours, pas une seule absence. Elle n'est pas venue. Sa belle-fille, la fille du mari de Lyudmila, Alexei Fomin, aurait dû être à l'école. Elle n'y est pas. L'appartement de l'avenue de la Victoire, où la famille vivait à 3, est fermé. Le téléphone reste muet. Avec les fêtes de mai qui approchent, les voisins concluent qu'ils sont partis à la datcha. Un jour passe, puis 2, puis 3. L'acheteur attribue le retard à un déplacement. Les connaissances du marché s'appellent. Personne ne sait rien. Il se rend au commissariat et dépose une déclaration. Sa femme et sa belle-fille ont disparu. Il est inquiet, dit avoir fait le tour de la famille, appelé les connaissances, parcouru les villages voisins. La police enregistre la déclaration et entame une vérification. 24 ans plus tard, le tribunal d'Oktyabrski de Lipetsk établira qu'au moment où l'acheteur attendait devant le marché, les 2 n'étaient déjà plus. Leurs restes ne seront jamais retrouvés, ni en 2001, ni 20 ans plus tard. Pendant tout ce temps, il vivait dans une ville voisine, élevait un nouveau fils et faisait comme si rien ne s'était passé. Pour comprendre comment 2 personnes ont disparu d'un appartement sans laisser de traces, il faut remonter d'un jour. Tout concordait, sauf un détail. Igor Tchourilov, le fils de Lyudmila d'un premier mariage, n'est pas entré ce soir-là. Habituellement, le soir du 6 mai, jour férié, il rendait visite à sa mère. Il frappe à la porte. De l'autre côté, on lui répond « Reviens demain ». Il hausse les épaules et s'en va. Il s'est habitué depuis longtemps aux étrangetés de cette famille. Il savait que tout craquait entre sa mère et Fomine. Lyudmila se plaignait à sa meilleure amie que son mari la trompait. Elle avait beaucoup maigri à cause des nerfs ces dernières semaines. Elle avait prononcé une phrase que son amie retiendrait mot pour mot, quote 0. Victoria tenait un journal intime. Les disputes entre sa mère et son beau-père, les cris, les reproches, les portes qui claquent. Elle consignait ce que les adultes préféraient ne pas voir. Ce journal sera saisi plus tard lors de la perquisition de l'appartement. Il deviendra l'un des témoignages d'un conflit qui s'aggravait. Igor est rentré chez lui sans rien soupçonner de grave.
Les infidélités du beau-père, c'est une chose. Que Fomine soit capable d'autre chose, cela ne lui venait pas à l'esprit. Mais derrière la porte fermée, ce qui devait briser 2 vies s'était déjà produit. La table familiale avait des pieds amovibles, en bois avec une tige métallique au bout. Fomine vivait dans cet appartement depuis des années et en connaissait la structure par cœur. Il a frappé Lyudmila avec ce pied au moins 3 fois à la tête. Traumatisme crânien. Lyudmila a perdu la vie sur place. Victoria se trouvait à côté, elle a vu ce qui se passait. Fomine l'a frappée avec le même objet au moins 2 fois à la tempe. La belle-fille de 14 ans a cessé de respirer. Cette même table qui apparaissait sur chaque photo de famille. Les fêtes, les anniversaires, les dîners ordinaires, du linoléum et un sol en béton. Sous celui-ci, des traces ont été absorbées en profondeur, abondantes. Dans la nuit du 6 au 7 mai, Fomine a enveloppé les 2 dans des draps. Il les a chargés dans sa VAZ. Il a pris la route Lipetsk-Ousmane, près du village des constructeurs de tracteurs. 5. Près d'une lisière forestière, il s'est arrêté, a creusé une fosse, les a enterrés. Il est revenu avant l'aube. Au marché, Victoria à l'école, l'acheteur restait à l'entrée, ne comprenant pas le retard. Fomine, à ce moment-là, se trouvait seul chez lui. L'appartement avait l'air ordinaire, à l'exception de taches sur le sol qu'il n'avait pas encore eu le temps de dissimuler. Les 5 jours suivants, il a construit sa version de la disparition étape par étape, méthodiquement, comme quelqu'un qui sait parfaitement qu'une seule erreur dans un détail et tout s'effondre. En attendant, Fomine lance la mise en scène. Le 9 mai 2001, il s'attaque au papier peint. Fomine l'arrache dans la cuisine et dans le couloir, jusqu'à mi-mur. Il simule des travaux qui n'existaient pas avant cette date. Les voisins et connaissances confirmeront plus tard qu'avant la disparition de Lyudmila et Victoria, le papier peint était en place. Aucun travail n'était prévu. L'arrachage a eu lieu entre le 9 et le 10 mai, après que l'appartement se soit vidé. En parallèle des travaux, Fomine démonte la chambre de sa belle-fille, vend les meubles, l'armoire, les étagères, distribue les effets personnels de Lyudmila et Victoria à des connaissances. Il nettoie l'appartement de leur présence, comme si elles n'y avaient jamais vécu. La table aux pieds amovibles, qui figurait sur chaque photo de famille, a disparu sans laisser de traces. Le 10 mai, Fomine se rend au village de Plastenki, soi-disant pour chercher sa femme et sa belle-fille. Il appelle les connaissances communes, les interroge, s'agite, leur demande de le rappeler s'ils apprennent quelque chose. Il construit l'image d'un mari en panique. En réalité, Fomine effaçait les traces. Le papier peint arraché dissimulait les coulures brunâtres sur les murs, reste de la soirée du 6 mai. Les meubles vendus et les affaires distribuées ont effacé tout souvenir de celles qui n'étaient plus là. Et le voyage à Plastinki créait un alibi. Un mari attentionné, qui le premier a tiré la sonnette d'alarme. Fomine a fait ce que les coupables évitent généralement. Il est allé lui-même à la police. Il entre au commissariat et pose sa déclaration sur le bureau. La version est rodée. Lyudmila serait partie avec une certaine connaissance du marché Petrovski et aurait emmené Victoria chez une amie à Plastenki. Qui est cette connaissance, il ne précise pas. Il ne peut donner aucun nom. Il dit qu'il était au volant d'une voiture. La marque, la couleur, l'immatriculation, il ne s'en souvient pas. On l'interroge, et dès le premier interrogatoire, Fomine commence à s'en mêler. D'abord, elles sont parties avec un sac, puis il se reprend, non, avec des paquets. Il précise que Lyudmila est sortie seule, puis change l'itinéraire. Tantôt depuis la maison, tantôt depuis la gare routière. Les détails fluctuent. Chaque nouvelle formulation contredit légèrement la précédente. L'enquêteur consigne la déclaration et explore plusieurs pistes. Première, les dettes. Selon les témoignages de connaissances, Lyudmila devait environ 1 700 $. Pour 2001, c'est une somme conséquente, mais gérable pour une commerçante de marché. Deuxième, un enlèvement. L'un des créanciers aurait pu les emmener toutes les 2. Troisième, la fuite. Lyudmila s'apprêtait soi-disant à partir en Pologne avec de la marchandise en urgence. Chaque version paraissait plausible et éloignait l'enquête de l'appartement où tout s'était passé. Les enquêteurs se sont dispersés aux adresses, créanciers, contacts du marché, itinéraires possibles. Fomine, en apparence, se tenait comme il le fallait, inquiet, répondant aux questions. De l'extérieur, un mari accablé par le chagrin qui ne comprend pas ce qui est arrivé à sa famille.
Mais déjà à l'époque, dans l'appartement, restèrent des traces qui réfutaient chacune de ces versions. Elles n'ont simplement pas été lues à temps, ou on n'a pas voulu les lire. Le passeport pour l'étranger de Lyudmila se trouvait dans un tiroir de la commode. La version du voyage en Pologne s'effondrait aussitôt. On ne part pas à l'étranger sans document. La montre de Victoria, celle sans laquelle elle ne sortait jamais, était sur l'étagère. Les vêtements chauds des deux, les manteaux, étaient suspendus dans l'armoire. Personne en mai, partant pour longtemps, ne laisse ses vêtements d'extérieur. Un détail à part, le 20 mai, Victoria avait payé une sortie scolaire à Saint-Pétersbourg, l'argent versé parmi les premiers. Elle attendait ce voyage. Celle qui économisait pour Pétersbourg et comptait les jours ne serait pas partie volontairement 2 semaines avant. La perquisition de l'appartement a donné autre chose. Sur le linoléum de la cuisine, des traces qui ne sont pas laissées par la saleté domestique. Sur le sol en béton en dessous, la même chose, profondément imprégnée. Un morceau de papier peint avec des coulures brunâtres a été saisi comme pièce à conviction et placé sous scellé. Chacune de ces découvertes pointait dans une seule direction. On n'est pas parti de l'appartement, on en a disparu. Sans documents, sans affaires, sans montre, sans projet. L'enquête a tout consigné au procès-verbal. Le morceau a été emballé, le passeport photographié, mais la conclusion à laquelle cela menait n'a jamais été tirée. Tout était à la surface. On n'a pas pu ou pas voulu relier les éléments. En 2001, Fomin est convoqué à un nouvel interrogatoire. Le deuxième en 1 mois. Il s'embrouille, change ses formulations, perd le fil de la chronologie, donne différents détails sur le départ de sa femme. L'enquêteur consigne les contradictions au procès-verbal, mais l'affaire n'est pas allée plus loin qu'un simple interrogatoire. Ni perquisition de l'appartement, ni expertise des traces au sol, ni examen de la voiture. 2 interrogatoires en 2 mois et c'est tout. Aucune confrontation, aucun contre-interrogatoire, aucun détail des appels téléphoniques. Il reste avec le statut de témoin. Le conflit familial est consigné, mais classé comme domestique. Les problèmes financiers de Lyudmila, les dettes, le marché, le 3e mariage paraissaient un motif plus probable pour une fuite que pour autre chose. Le journal de Victoria, saisi dans l'appartement, contenait des notes sur les disputes, les cris, les reproches, les tensions. Mais en 2001, ces pages ne sont sans doute pas devenues un argument décisif. Les conflits domestiques ne sont pas rares, et tout a été suspendu. Pas de suspect, pas d'avancée, et le dossier est parti aux archives. Fomin est sorti de cette histoire blanc comme neige. Un témoin qui aidait l'enquête allait chercher sa femme, appelait les connaissances. Pas une seule accusation. Les 19 années suivantes, il vit comme si rien ne s'était passé. Fomin quitte Lipetsk. Nouvelle adresse, la ville de Vidnoï, dans la banlieue de Moscou. Une autre région, d'autres gens, une autre vie. Il trouve un travail, loue un logement. Il repart de zéro. Il prend une nouvelle femme. Un fils naît. Fomin devient père, mari, habitant ordinaire d'un quartier résidentiel. À Vidnoï, personne ne savait que sa précédente femme avait disparu avec sa belle-fille. Personne ne lui demandait pourquoi il avait déménagé. Pour les voisins et collègues, simplement Alexei, un homme de famille, sans rien de remarquable. Le matin, le travail, la maison. Les années passaient, la distance entre Fomin et cette soirée de l'avenue de la Victoire grandissait chaque mois. Il n'a pas changé de nom, ne s'est pas caché, vivait à découvert sous son vrai nom avec un domicile officiel. Le dossier restait mort, suspendu, donc formellement ouvert. Pas un seul nouvel acte d'enquête. Le dossier prenait la poussière aux archives. Les proches de Lyudmila et Victoria vivaient sans réponse. La mère de Lyudmila attendait la moindre nouvelle. Son fils Igor se souvenait de ce soir, le 6 mai, de la porte fermée, de la voix derrière qui lui proposait de revenir demain. Il passait devant l'appartement de l'avenue de la Victoire, qui maintenant restait vide. Les années se transformaient en décennies. Victoria aurait eu 20 ans, puis 25, puis 30. La sortie à Pétersbourg, qu'elle attendait tant, était depuis longtemps devenue une ligne dans le registre de l'école. 19 ans, toute une vie, et quelqu'un au comité d'enquête n'avait quand même pas oublié. Une affaire pénale suspendue, des limbes juridiques, non closes, on ne peut pas y mettre un point final. Mais elle n'est pas instruite non plus, pas de suspect, pas de nouvelles données, pas de motifs pour des actes actifs. On appelle ces affaires quote 1, elles restent des années,
parfois des décennies. Cette affaire avait une particularité qui la rendait presque désespérée. Le lieu où, selon les hypothèses, les restes avaient été cachés. La lisière forestière près du village des constructeurs de tracteurs avait changé en 20 ans au point d'être méconnaissable. On y avait creusé des tranchées, posé des canalisations, retiré du sol. Le paysage avait été retourné plusieurs fois. Même si quelqu'un indiquait l'endroit exact, trouver quoi que ce soit serait pratiquement impossible. L'arme, le pied de table avec sa tige métallique, avait disparu. Aucune pièce à conviction reliant une personne concrète à un acte concret. Zéro preuve directe. Le morceau de papier peint aux taches brunâtres figurait formellement sous scellé. Une impasse juridique. Sans armes, sans suspect, l'affaire n'existait que sur papier. Une chemise grise aux archives. Mais en 2020, le comité d'enquête a lancé un programme de réexamen des affaires non résolues. On a sorti la chemise de l'étagère et on a commencé à lire à nouveau. Le 17 septembre 2020, le comité d'enquête rouvre officiellement l'enquête sur la disparition de Lyudmila Fomina et Victoria Ershova. Le groupe d'analyse reçoit le dossier et lit les documents depuis la première page. Un regard neuf change tout. Le procès-verbal de 2001 se lit maintenant comme un acte d'accusation. Les contradictions dans les déclarations de Fomine s'alignent en un système. Les indices de l'effacement des traces, les meubles vendus de la chambre de la belle-fille, ce n'était pas un déménagement mais un nettoyage. La table disparue, ce n'était pas le remplacement d'un meuble ancien, mais la liquidation d'une arme, le passeport étranger à la maison, la montre sur l'étagère, la sortie payée à Pétersbourg, tout pointait vers une seule chose. On n'a pas quitté l'appartement volontairement. Les analystes établissent un profil. La seule personne se trouvant dans l'appartement le soir du 6 mai, Fomine. Le seul qui changeait ses versions, le seul avec un mobile. L'appartement dont il avait été rayé lors de la privatisation, un mariage au bord de la rupture, une femme qui parlait ouvertement de divorce. On localise Fomine à Vidnoï, 19 ans sous son propre nom, sans se cacher, travaillant, élevant un fils. On le convoque pour un interrogatoire en tant que suspect, pour la première fois dans toute l'histoire de l'affaire. Il arrive, s'assoit en face. Sur la table, le dossier avec les pièces. Et il fait ce que personne n'attendait. Il commence à parler. Il fait des aveux devant la caméra, sous procès-verbal, en présence d'un avocat. Il décrit la soirée du 6 mai comme seul quelqu'un se trouvant à l'intérieur de l'appartement pouvait la décrire. Il nomme l'arme, un pied de table avec embout métallique. Il indique le nombre de coups. Il explique pourquoi la belle-fille est devenue victime. Elle avait vu ce qui était arrivé à sa mère. Il décrit comment il a enveloppé les deux dans des draps, comment il les a chargés dans la voiture, comment il a roulé sur la route nocturne, comment il a creusé près de la lisière forestière. Les détails s'enchaînaient, denses, concrets, sans pause. Et chacun coïncidait avec les indices. Cuisine, papier peint arraché, table disparue. Fomine savait ce qu'un étranger ne pouvait pas savoir. La disposition des pièces, le type de sol, la structure de la table, l'itinéraire. Après l'interrogatoire, le polygraphe. Le résultat dispose des informations sur les dernières minutes de la vie. Les indications du détecteur ont coïncidé avec les aveux sur tous les points clés. Le groupe d'enquête se déplace sur les lieux. La lisière forestière près du village des constructeurs de tracteurs. Fomine indique la parcelle. Les fouilles commencent. On creuse. 1 jour, 2. Des années de travaux de terrassement ont eu lieu ici. Les restes ne sont pas retrouvés. L'affaire qui pendant 20 ans était au point mort a, en un seul interrogatoire, obtenu plus que pendant toutes les enquêtes précédentes. Aveu sur vidéo, confirmation du polygraphe. Il semblait que le point final était posé. Mais Fomine change d'avis. Il revient sur toutes ses déclarations entièrement. Il affirme s'être auto-incriminé sous la pression des enquêteurs. Sa version, on l'aurait promené 8 heures à travers la ville, sans lui donner à boire, sans à manger. On lui aurait mis un sac sur la tête. Il affirme avoir signé le procès-verbal dans un état où il aurait signé n'importe quoi et demande que l'interrogatoire soit reconnu illégal. L'avocat soutient sa position, des déclarations obtenues en violation de la procédure. Le comité d'enquête mène une vérification. On examine Fomine, aucune égratignure, aucun bleu, aucune trace d'usage de la force. On revisionne l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire. Fomine parle calmement, de manière cohérente, sans signe de stress. Il répond aux questions, ajoute lui-même des détails que l'enquêteur n'a pas demandés.
L'expert psychologue constate, le comportement correspond à une déclaration volontaire. Aucun signe de pression n'est relevé. Juridiquement, la rétractation des déclarations est un droit légitime de l'accusé. Fomine en a usé. Les aveux donnés en septembre ont formellement cessé d'être en vigueur. Maintenant, sur le bureau de l'enquête, un enregistrement vidéo désavoué par son auteur. Délai de prescription. Ni reste, ni arme, ni aveu en vigueur. Avec cet ensemble, le dossier est transmis au tribunal. L'accusation reposait sur une seule fondation. Fomine, sur l'enregistrement, avait nommé des détails que seul celui qui se trouvait dans l'appartement ce soir-là pouvait connaître. La question se posait crûment. Cela suffirait-il pour un verdict? En 21, l'affaire Fomine arrive au tribunal. Le parquet expose tout ce qu'il a. L'enregistrement vidéo, les aveux, les résultats du polygraphe, les déclarations de témoins, voisins, connaissances, ceux qui ont vu les travaux et la vente des meubles. La chaîne se construit sur l'ensemble. Chaque fait pris séparément est explicable, mais ensemble, il pointe vers un seul point. La défense travaille à contrario, les restes ne sont pas retrouvés, le fait du décès n'est pas prouvé, l'arme a disparu, l'expertise est impossible. Les aveux sont retirés, pas de preuves. Le tribunal prend une décision qui choque les deux parties. L'épisode concernant Victoria est exclu de l'accusation. Le juge le qualifie d'acte non prémédité, non imputable à l'accusé. Il ne reste que Lyudmila. Juin 2022, verdict, 10 ans. Le parquet, en apparence, a obtenu un résultat. Mais Fomine n'est pas parti en colonie pénitentiaire. Le juge a aussitôt appliqué un mécanisme qui a tout effacé. Entre le crime et le verdict, 21 ans s'étaient écoulés. La loi en prévoit 15. Le délai était écoulé. 10 ans sur le papier et 0 jour derrière les barreaux. Fomine s'est levé, a enfilé sa veste et est sorti de la salle libre. 21 ans d'enquête et il rentrait à nouveau chez lui. Le mécanisme qui a sauvé Fomine fonctionne simplement. Pour les affaires graves, la loi fixe 15 ans à compter de la commission. Si pendant ce temps le coupable n'est pas condamné, la responsabilité est levée. Fomine a commis ce qu'il a commis en 2001. Le verdict a été prononcé en 22. 21 ans, 6 au-delà de l'admissible. Question clé. Se dérobait-il à l'enquête? Si oui, le délai est suspendu. Mais Fomine vivait à découvert. Vrai nom, domicile officiel, travail, famille. N'a pas changé de papier, ne s'est pas caché, n'est pas parti à l'étranger, payait ses impôts, inscrivait son fils à la maternelle, recevait son salaire sur sa carte. Formellement accessible à tout acte d'enquête à tout moment, le tribunal a constaté il ne se dérobait pas, ce qui signifie que le délai de prescription courait sans interruption. Cela signifiait une chose. Le temps travaillait pour Fomine depuis le début. Chaque année d'inaction de l'enquête en sa faveur, chaque mois pendant lequel le dossier dormait aux archives rapprochait le moment où la loi se dresserait pour le protéger. Et ce moment était venu bien avant que le dossier soit sorti de l'étagère. Pour les proches de Lyudmila et Victoria, c'était un coup. Le tribunal l'avait reconnu coupable et l'avait aussitôt relâché. Reconnaissance de culpabilité sans punition. Le parquet est sorti de la salle avec une seule intention, faire appel. Argument principal, le tribunal de première instance a commis une erreur en excluant l'épisode concernant Victoria. Si on rétablit la qualification concernant 2 personnes, cela change tout. 2 personnes, ce n'est plus simplement grave, mais particulièrement grave. Pour les actes particulièrement graves, la loi prévoit un autre mécanisme. Le tribunal a le droit de ne pas appliquer le délai de prescription. Il n'y est pas tenu, mais il en a le droit. Deuxième procès. Un nouveau juge étudie les pièces et entend les parties. Elle a été éliminée intentionnellement. La défense rétorque, pas assez de preuves de l'intention. Le premier tribunal a légitimement exclu cet épisode. Modifier la qualification sur la base des mêmes pièces est juridiquement infondé. Le résultat est de nouveau en faveur de Fomine. Affaire close en raison de l'expiration des délais de prescription. L'accusé ne se dérobait pas, les délais sont dépassés. Fomine sort en liberté pour la 2e fois. Le parquet fait appel à nouveau. Cette fois, la cassation. La plainte part à Saratov, première cour de cassation de juridiction générale, dernière instance qui peut renverser l'affaire. Si elle rejette, Fomine est définitivement libre. 24 ans pour rien. Le dossier est parti en cassation et est revenu tout autre. Première cour de cassation de juridiction générale, le parquet reconstruit son argumentation.
Les deux juridictions inférieures ont appliqué le délai de prescription automatiquement, alors que le juge pouvait refuser de l'appliquer compte tenu du caractère des actes. Argument central. Victoria est devenue victime non par hasard. Elle se trouvait dans l'appartement et avait vu ce qui était arrivé à sa mère. Fomin a éliminé un témoin de manière ciblée. Saratov, ou dissimulation d'un autre acte. Fomin, libéré 2 fois, retourne sur le banc des accusés. 3e procès. L'affaire arrive devant le tribunal du district d'Oktyabrski de Lipetsk. Olga Luzginova, avant elle, 2 collègues s'en sont occupés. Tous 2 ont libéré l'accusé. Maintenant, la décision lui revient. 3e et dernière tentative du système d'aller au bout. Le juge reprend le procès à 0. Qualification complète. Actes à l'égard de 2 personnes. Élément par élément. Premier bloc, l'appartement. Les traces au sol de la cuisine consignées en 2001. Les travaux de papier peints 3 jours après la disparition. La table aux pieds amovibles disparue sans trace. Les meubles de la chambre de la belle-fille vendus. Les effets personnels des 2 distribués. Deuxième bloc, le comportement de Fomin. La confusion dans les déclarations. Sac ou paquet. Gare routière ou de la maison. Le voyage démonstratif à Plastanki. La posture du mari. 3 couches de camouflage en 5 jours. Troisième bloc, l'enregistrement vidéo. Les aveux. Fomin, devant la caméra, décrit ce que seule une personne se trouvant dans l'appartement pouvait savoir. La structure de l'arme, la séquence des actes, le mode opératoire. Aucun de ces faits ne figurait dans les sources ouvertes. Aucun n'aurait pu être suggéré par l'enquêteur. Trop spécifique. La défense part, les restes ne sont pas retrouvés, l'arme n'est pas retrouvée, les aveux sont retirés, pas de preuves directes. Le tribunal entend les 2 parties, audience après audience. Le procès s'étire sur des semaines. Aucun indice n'est un verdict, mais tous ensemble s'assemblent en un tableau qui n'a qu'une seule explication. Le morceau de papier peint aux taches brunâtres, saisi en 2001, emballé et signé lors de la réouverture, la pièce à conviction a simplement disparu du dépôt. L'expertise est impossible. L'un des rares indices physiques s'est évaporé. Les restes ne sont pas retrouvés. Le parquet misait sur l'enregistrement vidéo. La personne qui sait tout, c'est celle qui l'a fait. La défense répondait. L'enregistrement a été obtenu sous pression. Tout le reste, ce sont des suppositions. La juge Luzginova se préparait à prononcer le jugement. Les avocats comptaient sur un acquittement. Les 2 procès précédents s'étaient terminés en faveur de leurs clients. Le parquet n'était sûr de rien. Plaidoirie des parties. Le parquet requiert la peine maximale possible. L'accusateur énumère 24 ans depuis la commission, 3 procès, 2 extinctions par prescription, cassation qui a renvoyé l'affaire. Et une question, quand? Le procureur rappelle au tribunal le droit de refuser l'application de la prescription pour les actes particulièrement graves. Souligne, Fomin n'a pas simplement commis un acte, il a éliminé un témoin et a profité du résultat pendant 19 ans. La défense intervient avant la dernière parole de l'accusé. Base probatoire, uniquement des indices indirects. Rappelle la présomption d'innocence. Fait rappel de tout verdict de culpabilité jusqu'à la Cour suprême. Fomin se lève et prononce sa dernière parole. Très probablement, il répète la position de la défense. Aveu donné sous pression, je me suis auto-incriminé, je suis innocent. Il parle de sa nouvelle famille, de la scène, de la vie construite pendant ces années. 24 ans, un délai suffisant pour répéter la version jusqu'à l'automatisme. Il sait, 2 tribunaux se sont déjà rangés à ses côtés. Luzginova clôture les plaidoiries, annonce la date du prononcé du verdict. Fomin sort du bâtiment sous engagement à comparaître pour la dernière fois. Le système l'avait relâché 2 fois. Une 3e chance pouvait ne pas se présenter, ni pour l'accusation, ni pour ceux qui attendaient une réponse. 3 mars 2025. Salle du tribunal du district d'Oktyabrski de Lipetsk. La juge Olga Luzginova sort et commence le prononcé. Alexei Fomin se tient derrière la vitre, dans la même salle d'où il était sorti 2 fois libre. Coupable. Sur les 2 épisodes. Actes à l'égard de 2 personnes. Le second, dans le but de dissimuler le premier. Le tribunal a refusé l'application du délai de prescription. Le caractère et la gravité des actes excluent l'exonération de responsabilité. 11 ans de régime sévère. Les huissiers s'approchent de Fomin dans la salle même. Le clic des menottes sur les poignets. Le premier en 24 ans. 3 procès. 2 extinctions. Cassation à Saratov. Et voilà le métal aux mains.
Fomin quitte la salle non par la sortie centrale, mais par un couloir de service, en fourgon cellulaire. Une affaire construite sans reste, sans armes, sur des aveux retirés, s'est terminée par un verdict de culpabilité. L'ensemble des faits, les traces dans l'appartement, les travaux, la confusion dans les déclarations, a pesé plus lourd que l'absence de preuves directes. Les avocats ont annoncé leur intention de faire appel. Mais ce soir-là, pour la première fois en 24 ans, Fomin n'est pas rentré chez lui, n'a pas appelé sa femme, n'a pas couché son fils. Il a passé la nuit en cellule dans ce même Lipetsk qu'il avait jadis quitté. Les restes de Lyudmila et Victoria n'ont jamais été retrouvés, mais leur histoire a enfin été entendue. Que pensez-vous de cette vidéo? Écrivez en commentaire, mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.